Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast OPT. Aujourd'hui avec moi j'ai Alexis Postic, Moi-même. Ludivine Delos Bonjour. et Margot Perrol. Bonjour. Aujourd'hui différents sujets, que ce soit sur le côté programmation, adaptation à l'entraînement ou même vie de coach. Et pour commencer, je vais vous poser une petite question. Comment est-ce que vous faites pour gérer la programmation d'un athlète qui a peu de temps justement dans sa vie perso? Donc, en général, qui peut avoir à disposition, on va dire, 3 séances par semaine. Déjà, est-ce que vous avez ce genre de cas, vous, dans vos athlètes? Oui. Ouais. Ok. Eh ben, Postic, commence. Comment est-ce que tu gères un petit peu tout ça? On rentre directement dans le vif du sujet, que ce soit au niveau justement de la fréquence, l'adaptation des différents mouvements, des variations, du format, etc. Ouais, bah alors du coup déjà la première chose que je fais, et enfin je pense que c'est plus pertinent de faire comme ça en tout cas, c'est réduire le côté renfo pour accorder plus d'importance forcément au mouvement SBD, parce que c'est quand même eux qui vont représenter la base de l'entraînement, et forcément quand il y a moins de temps, faut prioriser les ressources là où on a le plus besoin, quoi. Je sais pas si vous faites pareil vous. Ouais, plus ou moins pareil. Ouais. Et du coup, à quoi ça ressemblerait concrètement sur une semaine? Est-ce que tu accordes quand même un petit peu de temps pour de l'assistance ou alors vraiment tu gardes quand même que du SBD, 3 SBD par semaine? Non, généralement je regarde quand même un petit peu, mais j'essaye de faire des exos soit combinés ou alors qui vont un petit peu plus vite, genre des formats genre superset, des trucs comme ça. Ok. Parce que justement quand si par exemple la personne a trois séances dans la semaine, peut-être faudra mettre 2 SBD, et généralement après un SBD, surtout quand on pousse un petit peu dessus, je vais pas mettre 3-4 infos derrière, ce serait pas très productif, quoi. Ok. Et à toi, Ludivine? Ouais, je suis plutôt de cet avis-là. Généralement, sur 3 séances, je cale 2 SBD. Donc j'en cale un, je sais pas, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si on est sur lundi, mercredi, vendredi, lundi, vendredi, ce sera SBD. Après, ça va dépendre de l'athlète, du temps qu'il a. Je vais peut-être pas forcément mettre tous les mouvements principaux sur, par exemple, le lundi et faire le secondaire sur le vendredi, mais voilà, je vais ajuster en fonction du temps qu'il a. Et le mercredi, plutôt soit bench primaire, soit bench secondaire, du coup, en fonction, et du renfo. Après, pareil, pour le renfo, du coup, je vais prioriser, s'il y a vraiment des grosses problématiques, des trucs vraiment hyper importants à travailler, on va plutôt prioriser ça. Et après, plutôt exo polyarticulaire, pas trop s'attarder à avoir 15 000 exos avec beaucoup d'isolation. Ok. Et justement, au niveau des priorités sur l'assistance, en général, tu pars sur quoi? Est-ce que c'est plutôt l'aspect préhab, par exemple? Est-ce que c'est du renforcement des points faibles, des points forts, justement, essayer de les renforcer encore plus? Sur quoi est-ce que tu pars en général? Avec les cas que tu as actuellement. Ouais, un peu des deux. Et dans tous les cas, là, je vais partir aussi sur les exos qui vont permettre de ne pas avoir de déficit. Donc, je vais prioriser du coup beaucoup d'exos de tirage, surtout. Et après, ça va dépendre en fonction de ce qu'il y a à travailler. Si, je sais pas, il y a des problématiques plutôt au niveau, je sais pas, des hanches, du dos, on va faire un petit focus là-dessus aussi. Ok, très bien. Et toi, Margot? Un petit peu la même chose. Moi, si je prends le cas de Etienne, du coup, que je coach, qui avait moins de temps pour s'entraîner, on est passé à 3 séances. Lui, il n'a pas de SBD, il en a qu'un seul. Du coup, il a squat bench renfo, deadlift bench renfo et SBD en fin de semaine. Okay. Donc, en semaine, vu qu'il a un peu moins de temps, ou en tout cas moins d'énergie, ça va être plus des variations ou du coup, du secondaire avec moins d'intensité. Et après, il a sa grosse séance SBD le week-end où il a pas de renfo ou un renfo en général à la fin, mais vraiment quelque chose d'assez léger pour pas que ça mette trop de temps. Ouais. Et sur les autres séances, du coup, un peu plus de renfo, mais comme Ludivine et Alexis, je priorise du coup les exercices les plus pertinents aussi en fonction de l'athlète, quoi. Ouais, donc l'objectif déjà c'est vraiment de prioriser les points à travailler d'abord sur la semaine, donc forcément les mouvements principaux, et essayer de caler où on peut et quand on peut des mouvements d'assistance, que ce soit préhab, renforcer les points faibles, etc. Ouais. En général, du coup, vous allez être sur combien de squat, bench et deadlift dans la semaine avec un format de ce type? Ça va dépendre de l'athlète, mais moi en moyenne, il y a quasiment toujours 2 squats. Pour le terre, généralement, il y en a au moins un. Après, ça peut arriver que ce soit pas forcément un comp sur l'autre, mais par exemple un RDL. Ça va dépendre pareil de la problématique de l'athlète. Et pour le bench, c'est très rare, à moins qu'il y ait des grosses problématiques. Mais là, sur les quelques athlètes que j'ai sur ce genre de format-là, j'ai toujours 3 bench par contre. Ouais. Pareil. Okay. Au niveau de la fréquence pour le bench, sinon ça fait souvent un peu light. Jack 3, c'est pas énorme. Ouais, 3 en termes de fréquence pour le bench, ça peut être assez léger pour vraiment avoir une progression. Alors ça dépend des profils. Un profil plutôt débutant, ça reste quand même correct. Un profil un peu plus avancé, surtout si de base il avait peut-être 4 ou 5 bench, redescendre à 3, ça fait quand même un petit peu léger. Après, on peut toujours avoir de la progression et
aussi, ça peut permettre d'avoir une période Bien plus sûr. chill avant de repartir sur Oui, une c'est période ça. plus intense. Donc, Ouais. en soi, ça reste quand même du travail qui est apporté pendant cette période-là. Mais c'est vrai qu'au niveau du bench, ça peut être un petit peu léger à ce moment-là. Et au niveau des assistances, justement, le côté tirage, je pense que c'est quelque chose justement à essayer de mettre en place assez fréquemment dans la semaine. Alors forcément sur la séance 2 par exemple, si c'est pas un SBD, essayez d'en mettre, mais pourquoi pas aussi sur la séance 1 et 2, enfin 1 et 3 plutôt. Si c'est un SBD, essayez de caler quand même un ou deux exos si on peut, avec soit justement du côté préhab, que ce soit au niveau des hanches ou au niveau de tirage, pour essayer de rééquilibrer un petit peu avec les autres mouvements, et notamment au niveau du bench si on en a quand même 3 dans la semaine. Ouais. Et est-ce que vous voyez justement de la progression quand même avec les personnes qui ont 3 fréquences dans la semaine? Bah, dans le cas d'Etienne, par exemple, il a PR, il a sorti des grosses perfs sur Stéphane Bloch. Enfin, il n'y a pas eu de gros changements au final comparé à quand il était à 4 séances. Et vu qu'il vit mieux, je pense, le fait d'avoir du temps pour le travail. Enfin, il rénove sa maison aussi en même temps. Enfin, il l'a acheté. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de choses à la fois. Donc, il se sent mieux. Et je pense qu'il a plus envie de s'entraîner aussi. Il est plus investi aussi dans ce qu'il fait avec les 3 séances plutôt qu'avec 4 où il galérait niveau timing, quoi. Donc, Tu sens justement plus de progression limite Ouais. actuellement que. Oui, en avec fait, les 4. c'est quand j'ai senti qu'il commençait un petit peu à vraiment saturer, et limite les perfs commençaient à pas forcément chuter, mais stagner un petit peu. Il commençait à avoir un peu plus de tension, tout ça. Et du coup, je lui ai proposé de passer à 3 et de voir ce que ça donnait, même si c'était peut-être pour une courte période. Et au final, on est resté sur ça et ça fonctionne plutôt bien. Donc, Ok. Ouais, le côté équilibre avec la vie perso, ça permet Ouais, c'est ça. de contrebalancer un petit peu, C'est peut-être ça. avec le manque de volume ou même de fréquence qu'il pourra avoir. c'est ça. Ok. Et même justement au niveau du bench, tu vois quand même la progression. Oui. Est-ce que c'est quand même différent par rapport aux autres mouvements? Non, j'ai pas senti de Ok. grosses différences par rapport aux autres mouvements non plus. Donc, Et il avait combien de bench avant? Si tu Il as en avait réduit la 4. fréquence. Ouais, tu as réduit un peu. Tant Au mieux. final, vu qu'il avait un 4e bench, mais qui était encore plus léger ou des fois en volume, au final, je pense que ça n'a pas impacté grandement, ou en tout cas, ça lui convient bien, donc du coup, ça fonctionne, quoi. Ok. Et vous deux? Ben ouais, c'est ce que j'allais dire, pareil, parce que dans le sens où de toute façon, les athlètes que tu programmes comme ça, ils n'ont pas forcément le temps, enfin ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les ressources pour avoir une 4e séance. Donc dans tous les cas, oui, il y a forcément progression, puisque bah, ils peuvent être focus là où ils ont besoin de l'être sur les 3 séances. Donc ouais. Moi, à chaque fois, ça a bien marché. Après, bon, bah, il y a des fois, ça manque un petit peu de repères après sur le bench, parce que bah, forcément, du coup, il y a une fréquence en moins. Mais après, si tu réajustes bien aussi avec le volume derrière, Oui, c'est ça. généralement, ça passe bien. Ok. Vas-y. Et justement, est-ce que quand vous passez de 5 ou 4 séances à 3, comment est-ce que vous ajustez les différentes séries? Est-ce que vous contrebalancez, par exemple, si vous avez 4 séries, 4 séries, 4 séries, je sais pas, sur le squat, et que là vous passez à seulement 2 fréquences, est-ce que vous augmentez peut-être le nombre de séries avec 5, 6 séries potentiellement sur les jours, ou alors vous restez quand même à 4, 4, et du coup vous perdez ces 4 séries sur la semaine? Moi, j'essaie quand même de les rattraper, mais forcément, enfin, faut être progressif quand même. Et s'il avait 4-4-4, bah, je vais peut-être commencer à 4 et 4 sur mes 2 jours, mais augmenter au fur et à mesure et peut-être faire un jour à 5, un jour à 4, puis ensuite 2 jours à 5 et ainsi de suite. Je pense pas que j'essaie de rattraper complètement la fréquence, parce que, enfin, le volume, parce que à la fin, je pense que l'athlète serait cuit. Si à la base il le tolérait sur 3 et que tu essaies de le faire sur 2, Ouais. ça va peut-être être un peu chaud, mais en tout cas, tu peux gratter des petites séries par-ci par-là, je pense, au fur et à mesure, quoi. Et vous? Ouais, essayer de compenser un peu, mais pas non plus. Enfin voilà, pour le bench, s'il y a une fréquence qui saute en moins, voire même 2, bon, c'est compliqué. Et puis surtout, après, ça fait des séances à rallonge. Ça fait. Généralement, les athlètes, ils vont pas forcément bien le tolérer. Donc, oui, essayer de compenser un petit peu. Mais dans tous les cas, ça sert à rien de vouloir rattraper. Enfin, tu vas juste être contre-productif. Ouais, Oui. c'est ça. Puis si tu essayes de rattraper les 2 fréquences manquantes et que tu as 2 SBD, voire 3 SBD, Voilà, c'est ça. Ça fait beaucoup aucun intérêt, quoi. Ouais, au final, Des séries de bench séances- par séance, ça va être sympa. Après, il y a certaines méthodes justement où ils font du 10x10 Bien sur sûr. Oui, oui. 3 séances dans la semaine, mais je pense que pour ça, il faut vraiment avoir beaucoup de temps libre à disposition. Et en général, justement, quelqu'un qui a 3 séances dans la semaine, c'est qu'il n'a pas ses ressources disponibles pour ses entraînements. Donc, l'idée de rattraper, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'essaye de le faire sur le bench, par exemple. Oui, voilà, plus sur le En bench. partant, imaginons il avait 3 ou 4 séries, bah, j'en rajoute une sur les 2-3 fréquences qu'il a. Par contre, sur le terre ou le squat, j'évite de chercher à rattraper, puisque Ouais. on est sur les séances SBD la plupart du temps, avec la séance 1 ou 3, voire les 3. Donc, si on rattrape sur les 3 mouvements, ça commence à faire des séances un petit peu longues. Un peu, ouais. Non, c'est pour ça, moi je dis, j'essaie de gratter 1 à 2 séries. Généralement, c'est plus sur les back-off où je gratte des séries même un petit peu plus light, mais juste histoire d'avoir un petit peu plus de pratique quand même dessus. Ouais. Ok. Et au niveau des formats d'entraînement, alors là, on peut pas faire de généralité puisqu'il y a tout profil qui existe, mais peut-être vous avez quelque chose qui ressort de vos athlètes
sur ces 3 séances, est-ce que vous êtes tout le temps ou très souvent sur séance 1 SBD comp, séance 2 SBD volume ou séance 2 SBD variation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort un petit peu là-dessus ou alors ça dépend vraiment de l'athlète? Vas-y. Pour le coup, ça va vraiment dépendre de l'athlète. Après, c'est quand même assez rare que, par exemple, je reprends sur ce que j'ai dit lundi, mercredi, vendredi, que sur le premier SBD, ce soit vraiment que du comp, que du spécifique, et que sur le deuxième, soit que du volume. Généralement, je vais peut-être avoir le squat primaire et le bench primaire sur le lundi, et puis le vendredi, peut-être le terre primaire. Mais je vais pas avoir... c'est très rare que j'ai les 3 en même temps. Parce que déjà, du coup, ça fait des grosses séances où il faut beaucoup de ressources. Bon, même déjà pour les athlètes qui ont un petit peu plus de temps dans la semaine, déjà ça fait beaucoup, mais encore plus du coup pour ces athlètes-là. Donc non, j'évite. Généralement, je répartis assez bien dans la semaine, voire même à avoir un primaire, le squat primaire le lundi, le bench primaire le mercredi, et le terre primaire le vendredi. Comme ça répartit bien. Déjà, les séances sont pas trop longues, et en plus niveau ressources, c'est bien. Il peut vraiment se focus. Il sait que sur cette séance-là, du coup, il y a du lourd sur un mouvement. Au moins, il met toutes ses ressources dessus, et le reste, c'est plus du travail technique. Ok. Et ça, est-ce que tu le gardes avec ces personnes tout le long de l'année, ou est-ce que justement peut-être à l'approche des compétitions, tu fais en sorte d'avoir le SBD lourd avec les 3 mouvements primaires sur la même séance, ou alors ça tu l'adaptes peut-être sur le bloc de picking, la semaine de taper? Ouais. Je sais pas. Dans tous les cas, ça va. En fait, ça va vraiment dépendre des athlètes. Le truc, c'est que j'ai tendance à travailler avec, pas mal, que les 3 mouvements comp spécifiques pour des athlètes qui ont un peu plus le temps. Mais pareil, après, je sais pas, je suis peut-être un peu biaisée par le fait que moi, mes athlètes sur 3 séances par semaine, c'est des athlètes qui ont vraiment un travail qui est hyper prenant. Donc en fait, je peux pas leur mettre ça. Ils vont pas le tolérer. Mais par contre, oui, c'était vraiment juste un athlète qui a du temps pour ces 3 séances-là, mais qui juste, il y a des choses qui font que il peut s'entraîner que 3 fois. Oui, là, je pense que je pourrais lui mettre un SBD comp spécifique, ce serait mieux. Mais pour mes athlètes, en tout cas, que j'ai en ce moment, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il vaut mieux que je répartisse un peu plus. Et les cas que vous avez là actuellement, ils peuvent faire 3 séances parce que leur travail est très prenant, parce que c'est pas leur priorité justement l'AFA et qu'ils ont autre chose à côté. Est-ce que parce qu'ils ont un peu burn-out justement de la pratique? C'est quoi un petit peu les cas que vous avez par rapport à ça? Moi, c'est plutôt travail et burn-out. Enfin, c'est pas vraiment burn-out, mais perte de motivation sur la pratique un petit peu. Pas assez de ressources, même cognitives ou quoi, à mettre dans la pratique actuellement, quoi. Ok. Ouais, moi j'ai les deux aussi. C'était le cas d'Etienne par exemple, c'est juste pour avoir plus de temps et du coup mieux gérer son entraînement. Mais par exemple, Mathilde, elle le faisait 7 jours sur 7 avec son stage, ses cours, tout ça à côté. Et en fait, c'est moi qui lui ai dit on va passer à 3 séances, sur qu'elle ait au moins un jour dans la semaine où elle faisait rien, parce qu'en général, elle faisait son bench léger le dimanche. Donc ça, en soi, ça va, c'est pas quelque chose qui lui prenait du temps. Mais le fait de faire 7 jours sur 7 et de toujours avoir du sport ou quelque chose à faire, ça la fatiguait pas mal. Donc on est repassé sur ça. Et là, pour le coup, nous, on est repassé à 4 séances là parce qu'elle a plus le temps et qu'elle a plus envie de s'entraîner aussi. Donc voilà, ça a été sur une période et là, on est repassé à 4 par exemple. Ok. Et toi, Ludivine? Ouais, moi, c'est pareil. J'ai un athlète, du coup, 2, qui ont vraiment un travail très, très prenant. Des fois, ils font du 60 heures par semaine. Donc là, du coup, c'est pas possible de faire des gros entraînements. Et j'en ai 2 autres aussi qui ont des pratiques à côté. C'est pas du tout leur priorité, l'AFA. Ils aiment en faire, ils veulent progresser. Mais c'est pareil, il faut que je me cale en fonction de ce qu'ils font à côté, quoi. Ouais, donc ça dépend vraiment les priorités, de toute façon. Et ça, c'est ce qu'on met en place pendant l'appel de départ et ce qu'on met à jour au fur et à mesure du suivi pour justement que ça colle au mieux avec le train de vie de la personne, ses objectifs, ses priorités, etc. Donc pour résumer, 3 séances par semaine, c'est possible. On a des cas justement comme ça. Et c'est pas parce que vous passez à 3 séances et vous n'êtes pas à 5-6 séances par semaine que vous n'allez pas progresser. Pas du tout. Le côté qualité justement des entraînements, des séries, etc. que vous allez faire, ça compte aussi énormément. Le côté fréquence et volume, c'est une variable forcément importante, mais la qualité de chacune de ces séances et chacune de ces séries, justement, c'est un point, en tout cas moi, je pense, qui est aussi très très important justement pour la progression. Parce que si vous faites 4 ou 5 séances par semaine, mais qu'elles sont très peu qualitatives parce que vous n'avez pas la ressource, pas la motivation, pas l'envie, ou juste que vous les rushez, vous les bâclez un petit peu parce que vous n'avez pas le temps, au final, vaut mieux en faire moins, mais que chaque série vraiment soit qualitative, qu'elle soit propre techniquement, que vous preniez le temps, plutôt que l'inverse. Exactement. Et en vrai, il y a même des cas où, c'est très spécifique, mais
Moi, je vois par exemple, je trouve qu'il y a des cas où c'est bénéfique même de mettre 3 séances par oui. semaine. Il y a des fois où je l'impose moi de mon côté. Ouais. Là, j'ai par exemple l'exemple de Quentin qui sortait des France. Il y a eu beaucoup de douleurs, tout ça, beaucoup de problèmes de motivation et tout pendant la prépa où ça faisait que des hauts, des bas. Du coup, là, pendant un bloc c'était 3 semaines, je crois, je lui ai dit on passe à 3 séances par semaine. Il était pas content. Puis au final, après, quand il a repris plus sérieusement, il était content. Il m'a dit ça m'a permis de faire une pause, tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Puis comme on a dit, c'est pas fixé dans le temps. C'est pas parce que vous êtes à 3 séances pendant une période, même 2-3 mois, que ça va rester à vie. Et ça peut permettre d'avoir des périodes plus tranquilles, des périodes vraiment plus intenses, des prépas de compétition, des prépas juste même pour des qualifications ou autres. Je pense que c'est important d'avoir cet esprit-là aussi. Moi, personnellement, c'est ce que je fais avec plusieurs de mes athlètes. Alors, je descends peu à 3 séances par semaine, sauf cas vraiment spécifiques, mais en passant de 5 à 4 séances de manière générale, mais aussi de diminuer les fréquences de chaque mouvement individuellement quand c'est nécessaire pour justement relancer un bon élan par la suite. Et justement, là, on va parler de l'inverse, donc un petit peu ce qui est à la mode en ce moment, le côté hyperfréquence, justement. Donc le fait de s'entraîner 5, non, c'est pas encore de l'hyperfréquence, mais 6 voire 7 fois par semaine, voire certaines méthodes, ils s'entraînent plusieurs fois par jour, 6 à 7 fois par semaine. Quel est votre avis là-dessus en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach, justement? Et après, on va affiner un petit peu. Margot, t'en penses quoi? Quel est ton avis extérieur déjà par rapport à ça? Alors, nous, c'est pas vraiment notre approche. Je pense qu'on a peu programmé là-dessus. On a pu s'en rapprocher, mais pas à cet extrême-là. Non, moi, j'ai aucun athlète que je programme comme ça. J'en ai un seul qui a 6 séances dans la semaine, mais c'est vraiment spécifique parce que son ancienne prog était comme, enfin il s'est toujours entraîné comme ça, mais c'est vraiment, il va avoir par exemple une séance où il a que du squat et du renfo, donc en fait c'est même pas vraiment c'est juste qu'il a beaucoup de séances, mais en soi des fois il a qu'un seul mouvement dans la séance, donc c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup de séances dans la semaine, mais peu de fréquences par mouvement. C'est ça. Au final. Pour moi, c'est plus de ma vision. Moi, je pense que ça peut se faire et ça peut, si c'est bien géré, être bénéfique. Après, je pense que je trouve ça plus intéressant, en tout cas personnellement, de faire par exemple 5 séances par semaine, mais qu'elles soient bien calées et qu'il y ait peut-être plus de jours de repos complet. Enfin, repos niveau FA, ça peut être aller marcher, faire du vélo, faire autre chose, de la récup active, mais pas forcément. Je vois pas forcément un intérêt, on va dire, à faire 7 séances de FA par semaine. Je trouve qu'au niveau de la récup, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus optimal. Et il faut aussi quand même pas mal de temps, je pense, pour le faire. Après, tu peux faire des séances qui sont un petit peu courtes, mais voilà, juste c'est pas... le temps de trajet pour aller à la salle. Ouais, c'est ça. Enfin, et puis le fait de devoir être à la salle tous les jours aussi, de faire de la FA tous les jours, je pense qu'il y a très peu d'athlètes qui sont capables de maintenir ça aussi et de garder la motivation pour aller 7 fois à la salle faire du SBD ou voilà, faire des mouvements vraiment spécifiques. Donc, c'est pas quelque chose que je planifie en tout cas. Ça déjà c'est le point principal, je pense, le côté temps à disposition. Alors on peut, et j'ai déjà vu des séances hyper rapides où en 1 heure tu peux faire ton SBD, mais on revient sur le côté, est-ce que ce SBD est qualitatif? Est-ce qu'en 1 heure tu peux, alors même si tu fais des échauffements avec des très gros jumps entre chaque série, tu fais 70, 120, 170 et sur ton top 7 ou ta série de travail, pourquoi pas? Mais est-ce que cette série va être qualitative et va t'amener vraiment quelque chose pour ta progression? Sachant que, bon, Margot, tu t'échauffes jamais, toi, mais souvent c'est pareil, juste le côté trajet pour aller à la salle, se mettre dedans, s'échauffer, etc. Ça peut vite prendre 20-30 minutes. Donc, avec le retour, par exemple, de la salle, sauf quand on habite à côté ou qu'on a un home gym, juste ça, déjà, ça peut prendre 40 minutes. Tout le monde n'a pas 40 minutes juste pour cette partie-là 7 fois dans la semaine de dispo. Et après, il y a le côté justement qualitatif. Donc, ça, je pense que c'est déjà un des points principaux qui va limiter beaucoup les personnes sur cette méthodologie. Après, toi, Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a un autre point je suis pas contre, dans le sens où je comprends l'approche où forcément, vu que tu pratiques plus les mouvements, t'as peut-être plus de repères dessus, que si c'est bien lissé sur la semaine, au final, juste au lieu d'avoir des grosses séances, t'as des petites séances, mais plein de fois dans la semaine. Maintenant, je trouve que c'est quand même, on va dire, consacré, je pense vraiment à des athlètes plutôt le haut niveau, parce qu'en fait, tu dois avoir tout qui est axé autour de la FA pour que ça puisse marcher. La récup, elle doit être à 100%, parce que sinon, entre les jours, t'es cuit, tu te blesses dès le 3e, donc ça sert à rien. Et pareil, là, tu parlais de temps de trajet à la salle. Je pense que c'est des gens où, en fait, je sais pas, ils doivent être à 5 minutes de leur salle, et du coup, ça leur prend pas beaucoup de temps sur la journée. En tout cas, tout doit être
vraiment calé à 100% autour, et quand tu as ne serait-ce qu'un travail, des études ou quoi, enfin un truc prenant à côté, je pense pas que ce soit tenable et je pense pas que ce soit très bénéfique non plus. Donc c'est pour ça que moi perso, enfin comme tu sais Margot, moi j'ai aucun athlète que je programme comme ça parce que je vois pas l'intérêt et je vois plus de risques, on va dire, que de bénéfices. Ouais, ça, je pense qu'il y a très peu d'athlètes qui peuvent le tenir et qui, comme tu disais, je pense que c'est plus des athlètes de haut niveau à la limite. Et même, je suis pas certaine que ça soit toujours le plus optimal. Enfin, ça peut se faire, mais est-ce qu'au final, faire 5 séances par semaine avec un volume équivalent, peut-être ça peut pas se faire aussi, avoir un peu plus de récup. Enfin, voilà, c'est. Moi, je pense que ça s'entend, mais c'est pas comme ça que je ferais les choses. Bah, je pense que le côté justement bénéfice-risque Ouais, c'est ça. est trop élevé, en tout cas Ouais. pour la majorité des Mm. personnes. C'est pour ça. Sachant que, en connaissant beaucoup de personnes qui programment comme ça ou qui s'entraînent là-dessus, la majorité sont quand même souvent blessés, sont quand même souvent limités, doivent annuler leur prépa, annuler leur potentielle participation à leur compétition à cause justement des blessures. Par contre, quand il y a le moment où tout s'aligne et tout est parfait, etc., je trouve, en tout cas là, un point de vue extérieur, puisque toutes les méthodes, on a des champions du monde qui s'entraînent avec toutes les méthodes possibles, mais en tout cas, quand tout s'aligne pour une personne qui fait de l'hyperfréquence, qui n'est pas blessée, qui arrive à enchaîner, etc., ça peut permettre de ressortir quand même des bonnes perfs Oui. de ce qu'on a vu. Ouais. Mais il faut vraiment que tout soit aligné, je pense. Ouais, c'est Mais perso, même si la récupération est à 100% sur tous les points, les contraintes que vont amener les charges, sachant qu'en général c'est quand même du assez haut niveau. Alors il y a des personnes débutantes qui font de l'hyperfréquence, mais là on parle surtout d'un niveau plutôt avancé, national plus. Même si tu fais très peu de séries, etc., et que c'est bien géré, tu montes quand même sur des charges absolues assez élevées, donc ça amène des contraintes. Ouais, c'est ça. Et le côté risque de blessure est forcément plus élevé, malgré que tu places toute ta vie pour ça, que tu récupères, etc. Donc, comme tu dis, je pense que ça peut se tenter sur certains profils, mais en y allant vraiment très progressivement, et aussi en acceptant ce côté, il y a une forte probabilité que je me blesse à un moment donné. Je peux récupérer et je vais pouvoir revenir certainement plus tard, mais il faut accepter ces phases de blessure, je pense, en partant sur ce type de méthodologie. Et je pense pas du coup que ça soit accepté et que ça soit possible pour la plupart des personnes. Ouais, je suis d'accord. Toi, t'en penses quoi, Ludivine? Ben, moi, j'en pense que, bon, déjà, je programme pas comme ça, c'est sûr. Après, bon, j'ai jamais eu de cas spécifiques où vraiment j'ai des athlètes qui arrivent et qui me disent, bon, bah, moi, j'ai l'habitude de faire 6 SBD par semaine, je veux garder ça. J'ai jamais vu ce cas-là, donc voilà. Mais en tout cas, moi, de moi-même, je le ferai pas. Et surtout, je vois pas en fait l'intérêt de vraiment faire autant de fréquences, de passer autant de temps à la salle pour un sport qui ne paye pas. Encore dans des autres pays où t'es sportif de haut niveau, t'es payé, c'est ton métier pour faire ça. Agatha Sitko, elle gagne très bien sa vie comme ça. Je peux comprendre que elle tente le 7 SBD par semaine, voire plus. Ok, c'est un choix. Elle accepte aussi qu'à côté, elle risque potentiellement d'être blessée, qu'elle fasse des sacrifices, etc. Mais pour pour des gens comme nous, qui devons travailler à côté, même quand t'es sportif de haut niveau, pour moi, en sachant que ça marchera très bien aussi, en ayant moins de fréquences, en ayant plus de récupération, moins de risques de potentielles blessures, et juste de pouvoir durer plus longtemps dans le sport, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que l'hyperfréquence, le fait de passer potentiellement, alors je vais dire au hasard, mais 5 à 10 heures de plus à l'entraînement par semaine, alors comme j'ai dit au début, pour pas cracher non plus 100% sur la méthode, mais on arrive très bien à faire des SBD en 1h, 1h30. Mais après, pour moi, il faut garder aussi le côté qualitatif. Donc, je pense que dans tous les cas, on passe plus de temps à la salle et à s'entraîner avec cette méthode. Est-ce que passer plus de temps à la salle, risquer plus de blessures, etc., ça vaut le potentiel plus 2,5 ou plus 5 kilos que tu vas faire à l'instant T si tout se passe bien, si tout est aligné sur ta compétition? Il y a des gens, ça doit être oui. Oui, il y a des ça être oui. des objectifs. Et dans tous les cas, mais... on a vu que ça fonctionnait très bien sur certaines personnes. Donc, dans tous les cas, c'est une méthode qui peut fonctionner. Mais alors, je sais que là, par exemple, on a beaucoup cette méthode en France chez certains coachs. C'était beaucoup le cas à l'époque, surtout dans les pays de l'Est. Agatha Sitko, par exemple, avec le Smolov Junior, etc. Donc, c'est des méthodes dans ce style avec énormément de volume et de fréquences qui ont existé. Et ça a toujours existé, c'est pas nouveau en soi. Juste, on va dire que c'est un peu remis au goût du jour avec d'autres influenceurs, je sais pas comment dire, pas influenceurs, mais d'autres
personnes connues dans ce sport, quoi, tout simplement. C'est des influenceurs, quoi. Oui, au final, on peut dire ce mot. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais voilà. Et un petit peu là aussi aux États-Unis, notamment avec certaines méthodes où ça se met un petit peu en avant, mais en tout cas, ça a toujours existé. Oui. Même en Suède, je sais qu'il y a un groupe de Suédois, un coach suédois qui utilise énormément cette méthode avec du 10x10 au bench 2-3 fois par semaine. Juste des AMRAP à tir-larigot. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce... Mais même en Italie, hein, quand je vois. Oui, en Italie aussi. Je suis beaucoup ce qu'elle fait, Chiara Bernardi. Et elle est très très forte, hein, vraiment, 63. C'est incroyable ce qu'elle fait, c'est incroyable sa progression. Mais c'est clair que c'est clairement pas la majorité des athlètes qui peut justement encaisser ça, qui peut tolérer ça. Et je la vois, elle est tout le temps en train de faire des SBD, tout le temps en train de s'entraîner dur. Mais certes, elle progresse beaucoup, mais du coup, pas partir du principe que c'est pas parce qu'il y a quelques athlètes qui le font et sur qui ça marche très bien, qui sont à haut niveau, qui font les World Games, etc., que ça va marcher sur nous, quoi. C'est ça. Je pense que justement sur le côté suédois, alors eux ils sont plus spécifiques au niveau du bench. On a chez les juniors, je crois qu'ils ont gagné pendant plusieurs années le 66, 74, 83, 93, 105. C'est que des Suédois et ils suivaient plus ou moins tous la même méthode. Mais sur, je sais pas, c'est 5-6 personnes, donc qui sont au très haut niveau. À côté, tu vas en avoir une centaine qui sont blessés. Oui, c'est ça. Blessés, qu'on va essayer, sur qui ça n'aura pas marché et qu'au final, qui pourront plus rien faire, quoi. C'est ça. Et donc oui, mais à quel prix, quoi. On en a un petit peu dans tous les pays, comme tu as dit, il y en a en Italie, donc il y en a en Suède, il y en a en France, etc. Nous, plus spécifiquement en France, on récupère parfois des athlètes d'anciens coachs ou qui ont fait tout simplement d'anciennes méthodes, etc. Et souvent, les personnes qu'on récupère qui sont déjà blessées, c'est des personnes qui ont essayé justement soit ces programmes avec beaucoup de fréquences, soit ces méthodologies justement avec beaucoup de volume, etc. Et au final, donc, on voit le top de la pyramide avec ces athlètes qui sont au niveau, qui font de l'hyperfréquence et qui en vantent justement les mérites, comme une autre méthode, hein, donc ça c'est ok. Ça marche bien, ouais. Mais à côté, on voit pas justement ces cinquantaines, centaines de personnes, souvent des jeunes d'ailleurs, qui sont blessés à cause de cette méthode. Alors c'est pas forcément uniquement à cause de cette méthode, ça se trouve avec une autre méthode, ils se seraient aussi blessés. Mais souvent, en tout cas, ça en ressort. Donc pour moi, cette méthode, ok, mais il faut accepter le risque. Et aussi, ça je le déconseillerais dans tous les cas à tout le monde, si tu débutes la force et que même si tu as fait un peu de muscu avant, si tu n'as pas déjà une masse musculaire bien développée, tu n'as pas fait quelques années d'hypertrophie de muscu classique avant ça, et même tout simplement quelques années de force avant, jamais je partirais là-dessus. Oui, et puis en plus, si tu pars sur direct de l'hyperspécificité avec beaucoup de volume, tes leviers de progression ils sont quand même aussi assez limités. Tu vas devoir augmenter ton volume à l'infini, et pareil pour l'intensité, sauf qu'à un moment donné, ton corps il va peut-être pas trop suivre non plus, quoi. Donc les débutants, c'est pas forcément le plus adapté pour eux, quoi. Sachant que là, en plus, la balance bénéfice-risque est encore plus nulle, puisque justement, quand t'as énormément de leviers de progression et que tu peux largement progresser avec 3 séances ou même 4 séances par semaine, pourquoi tu vas aller passer 6 ou 7 SBD par semaine alors peut-être que tu vas progresser plus vite à l'instant T, mais par contre sur du long terme, au final les résultats vont être similaires avec justement une méthode plus classique, avec une bonne gestion justement de l'intensité, etc. Donc pour quelqu'un qui a déjà fait plusieurs années de force, qui peut être limité à un moment, pourquoi pas justement actionner ce levier-là pour aller chercher de la progression. Mais quelqu'un qui vient de débuter et qui a énormément de leviers de progression, pour moi, complètement inutile pour le coup. C'est sûr. Et niveau prog, justement, c'est quoi sur le deadlift par exemple, le plus de fréquences que vous allez mettre? Est-ce que là vous avez quelqu'un avec 5 deadlifts par semaine? J'ai au hasard. Non. Combien de deadlifts au maximum vous avez pu programmer dans la semaine? Moi, le max que j'ai eu, j'ai encore actuellement, c'est 3. C'est avec Samantha, c'est juste vu que niveau du pattern moteur, c'est un peu de mal à rentrer. On avait un moment une 3e fréquence deadlift, mais c'était vraiment très léger. C'est vraiment juste histoire de pratiquer sur un jour. Puis pareil, à côté, on a déjà testé. Je sais qu'elle récupère bien et tout, que ce soit sur squat, deadlift, bench. Donc elle est à 5 séances par semaine. Et du coup, à un moment, elle avait 3 deadlifts. Là, je crois qu'on est repassé sur 2. Mais ça l'a juste aidé. On crée le pattern moteur. Mais il y a vraiment un jour qui était. Elle faisait des RPE 5 tous les jours, quoi. Ouais. Okay. Et est-ce que tu as vu une différence, alors autre le côté technique, parce qu'on parle beaucoup justement de ces repères techniques, etc. Alors c'est très important, et c'est ce qu'on peut voir en haltéro. Les haltéros ils pratiquent tout le temps justement leurs différents mouvements, et alors ils font beaucoup de variations et mouvements annexes,
Mais je pense que la différence, c'est le côté charge absolue, Ouais. qui est quand même moins contraignante. Là, on cherche beaucoup sûr. d'explosivité sur ces Oui. mouvements comparé à la force. Donc, est-ce que, autre que ces repères techniques, tu as pu voir une différence au niveau, je sais pas, confiance en elle, au niveau performance pure? Bah, en fait, forcément, vu que ce jour-là, bah, il était plus léger, c'était plus facile pour elle de maintenir une bonne technique dessus. Et donc, en termes de confiance, ça, bah, forcément, vu que c'est le point qui l'a dérangé un petit peu, Mhm. bah, ça a haussé un petit peu le niveau, quoi. Ok. Et donc, après, je sentais même que sur ces deadlifts un peu plus lourds, bah, certes, il y a eu de la progression au niveau technique, mais il y a surtout une progression au niveau de l'approche de la barre où bah, elle était plus confiante dessus, quoi. Ouais. Ok. Elle savait qu'en fait, bah, si elle s'appliquait bien, elle pouvait bien faire le mouvement, quoi. Ouais, donc même en ayant un jour léger, au final, ça a quand même bien répercuté Ouais, sur bah, le c'est jour ça. lourd. Puis à côté, je regardais bien au niveau fatigue et tout ça que ça pouvait générer. Et franchement, j'ai pas vu tant de différence quand on avait que 2. Donc Ok. voilà, c'était bénéfique. Et là, vous êtes resté à 3 ou alors vous êtes. Non, on est redescendu parce que pour le coup, vu que bah, au niveau des charges, on commençait à être, on va dire que sur le jour du coup qu'on utilisait le jour 3, Mhm. bah, vu que on va dire pour progresser encore techniquement dessus, bah fallait quand même monter un petit peu en charge. Là, j'estimais que pour le coup, c'était peut-être plus intéressant de repasser sur 2, mais avec du coup bah, une ou deux séries en back-off en plus sur les jours, Ouais. justement pour bah, justement qu'elle puisse enlever cette fréquence-là, avoir plus de récup et du coup performer mieux sur les 2 autres. Ok. Et niveau concret, justement, en termes de charge? Bah là pour le coup on n'est pas encore remonté sur des max ou quoi, donc Ok. difficile d'estimer, Ouais. mais en tout cas bah, des charges qui bougeaient RPE 10 avant et techniquement qui étaient compliquées, là maintenant ça commence à devenir quasiment banal, donc Ouais. j'ai hâte de voir qu'on va pousser un peu, quoi. Ok. Et au niveau deadlift, toutes les deux? Moi, du coup, le max que j'ai fait, là, j'ai 2 athlètes qui sont passés sur ça. Et moi, du coup, il y a 2 deadlifts, mais j'ai rajouté un RDL sur Ok. le 3e jour. Ça compte pas. C'est le max que j'ai fait. Ben, pas. moi, je crois que c'est la même chose aussi. Ok. Ok. Là, j'ai personne actuellement qui a 3 moi, j'en ai deadlifts, mais je crois que j'ai déjà fait 2 deadlifts et un RDL, Mm. mais jamais 3. Avec le RDL, où vous poussez un petit peu Oui, l'intensité c'est quand ça, même. ouais. Oui, voilà, Ouais, ouais. Ok. mais c'est tout. Ouais, pas plus en termes de. Non. Et qu'est-ce qui vous limite justement à justement passer le cap d'augmenter la fréquence sur un deadlift? Est-ce que vous pensez que le risque justement est trop élevé, que c'est pas forcément nécessaire? Il y a quand même de la progression. Bah, moi, déjà, il y a quand même de la progression. Et surtout, je pense que j'ai juste pas le profil d'athlète qui tolérerait en fait les 3 Mhm. fréquences. Je vois bien à chaque fois que le RDL, il est bien toléré. Mais si on passe sur du comp, ça deviendrait compliqué. Mm. Donc pour moi, pas d'intérêt. En tout cas, pas avec les athlètes que j'ai là en ce moment. Ouais, parce que ça, c'est un point hyper important. Et justement, le côté analyse des blocs, analyse, enfin, même juste le suivi qu'on a avec nos athlètes, du coup, qui est toujours journalier, ça permet de savoir, on va dire, alors c'est pas toujours précis, mais forcément, au fur et à mesure, te dire, ok, bah là, je pense qu'une 3e fréquence, ça serait de trop et que le risque est trop élevé. Là, 2, c'est bien, ajuster les séries, etc. Donc, un petit peu pareil pour toi, Margot. Ouais. Puis, comme je disais, j'ai quand même beaucoup d'athlètes qui sont à 4 séances, moi, en vrai. Ouais. Donc, du coup, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Même pour le squat, Ouais. j'en ai peu qui. J'ai plus tendance à mettre un 3e squat à la limite qu'un Ouais. 3e. Ouais. Ouais, Troisième c'est terre, vrai je crois qu'en termes de récup, pour une grande majorité, après ça dépend vraiment de chacun, mais on récupère plus facilement souvent d'un squat que d'un terre aussi, donc Ouais. j'ai tendance à souvent laisser que 2 terres par semaine pour le coup. Ouais. Ok. Bah, moi, perso, je commence à avoir quelques athlètes qui sont à 3 deadlifts Mhm. et avec qui ça se passe super bien, où on a eu des bons résultats, mais c'était souvent des profils hyper spécifiques où on voyait qu'il y avait cette possibilité Oui. de rajouter de la fréquence, du volume, et surtout que c'était très bien toléré. Et à chaque fois, on le mettait en place vraiment très progressivement. Bah là, je l'ai mis en place dernièrement il y a un mois avec un athlète. Donc il avait son deadlift comp en single, des back-off plus légers, je crois en x4 ou x5 à une charge fixe avec un pourcentage assez bas. Sa 2e fréquence, je crois que c'était une montée en gamme en 2 ou 3 répétitions avec un RPE 7. En général, 7, on poussait un peu 8 sur certaines semaines. Et justement, on a mis cette 3e fréquence avec du pause deadlift, RPE 6 et fourchette de charge imposée à côté pour justement ce côté repère, parce qu'il avait pas mal de mal techniquement à s'améliorer et Ok. surtout se sentir bien sur son mouvement, comparé au squat où il était déjà à 3 squats et ça se passait super bien. Le bench, il était à 4 ou 5 bench, je sais plus exactement, et il se sentait super bien. Il y avait que le deadlift où justement on n'arrivait pas à débloquer ce truc-là. Pourtant, on avait essayé de changer l'intensité, on a essayé de changer les formats, les variations, etc. Et rien qui changeait. Du coup, alors, t'as aucune douleur parce que ça aussi, forcément, si t'as quelqu'un déjà qui se plaint de douleur, tu vas pas lui rajouter une fréquence.
Il était 100% sans douleur depuis le début du coaching, malgré sa progression, etc. Je dis, bon, bah, je pense que c'est le moment là de tenter justement cette troisième fréquence. Et depuis qu'on l'a mis, alors bon, ça fait qu'un mois, donc c'est compliqué à dire en termes de résultats purs, mais en termes de ressenti et de repères, il se sentait super bien et il se sentait encore mieux qu'avant. Donc, déjà, ça, c'est vraiment bon signe. Et juste le côté confiance dans ses lifts, Ouais. ça peut amener cette progression sur le mouvement principal. Et donc, ça, j'en ai eu Jules qui était aussi à 3 deadlifts. Là, on est descendu à 2 pendant cette période un petit peu de hors-saison pour juste passer moins de temps à la salle, faire moins de Ouais. deadlifts. Et Pour quand on va le relancer réintroduire, après, voilà, relancer vraiment cette dynamique. Ludivine aussi, tu étais à 3 deadlifts Ouais. pendant un Moi, moment. ça avait bien marché. Hein. Et ça avait extrêmement bien marché. Ouais. Les 2 fois où tu me l'avais mis, les 2 fois, j'ai fait PR plus 15. Ouais. Un truc comme ça, au terre. Ok, je vais faire ça aussi. Ok. Donc, ouais, c'était vraiment C'est ça, en fait, incroyable, pour être ouais. retour. Après, ouais, c'est vrai que niveau fatigue, C'était des j'étais- phases compliquées, ouais, quoi. sur à la fin, ouais, ça tirait un peu. Et puis même, je passais beaucoup de temps à la salle et tout. Moi, c'était plus un truc qui me convenait après. Ouais. Mais par contre, ouais, c'était. C'est ça. incroyable. Pendant les phases où on l'a fait, c'était vraiment un objectif de compétition. Ouais. C'était pour être Oui, championne à du chaque monde. fois, ouais. Donc, on avait ces objectifs et forcément, Ouais. tu passes plus de temps à la salle, c'est Bah, intense, c'est ça, ouais. c'est difficile. Mais par contre, les résultats qu'on a eus, ils étaient fous. Donc, par contre, c'est pas quelque chose que tu peux garder à l'infini, Ouais. notamment quand les objectifs changent, etc. Mm. Mais par contre, c'est, je pense, un levier qu'il faut pas non plus mettre complètement de côté en restant que sur du Ouais. classique. Je fais 2-3 squats, je fais 2 deadlifts maximum Ouais. et se laisser la possibilité. Par contre, il faut avoir le profil d'athlète pour. Oui, Et c'est ça. Ludivine, par exemple, était clairement un cas pour. Mm. On avait vu qu'elle arrivait à encaisser énormément de volume, Ouais. d'intensité, etc. Et au final, ça a plutôt bien marché pendant la Mm. période. On l'a mis en place, donc hyperfréquence, pourquoi pas, mais pas autant. En tout cas, moi, je Ouais. pousserais pas autant. Il faut middle fréquence. Voilà, Voilà, middle middle fréquence. fréquence. C'est bien. Middle fréquence et middle high frequency pour certains profils. Mais j'avoue que moi j'ai voulu tenter sur moi-même juste par curiosité en fait, voir est-ce que ça peut vraiment apporter des résultats, comment est-ce que je pourrais me sentir en termes de repères, sensations sur cette fréquence-là. Après je me dis vu que je me blesse déjà avec un squat par semaine, Ouais. est-ce que C'est pas une bonne idée. peut-être pas une bonne idée. Mais dans une moindre mesure, je l'ai fait sur le bench. C'était que 5 fréquences par semaine, mais ça fait quand même 5 mais jours quand sur même. 7. Mm. Donc ça reste quand même assez élevé. Et de toute ma carrière, entre guillemets, où je suis monté à 5 bench par semaine, j'ai toujours eu des résultats nuls. Ok. Bah, tu vois, comme quoi. Ouais. Bah ouais, si t'as les mêmes résultats à 4 qu'à 5, ça sert à rien de monter à 5. Justement, Ah oui. j'ai des largement Ouais, meilleurs meilleurs. résultats Mm. à 4. Bah, Là, par tant exemple, actuellement, je suis à 4 bench par semaine et j'ai relancé une super progression. Et avant de rediminuer à 4, j'étais monté à 5 pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de repères, justement en termes de fréquence. Et justement avec le sync, etc. Donc, je suis pas encore parfait niveau technique, donc il y avait pas mal de points à ajuster. Et en fait, juste j'arrivais à la salle et à cause de la fatigue des séances précédentes, alors que c'était quand même, je pense, objectivement plutôt bien géré en termes de fatigue, etc. Mais j'arrivais à la séance et juste je me sentais nul sur le banc. Ouais. Et en fait, j'arrivais pas à prendre des bons repères. Au contraire, c'était l'inverse. Parce que je me sentais pas bien, je me sentais pas fort, je me sentais pas solide. Et au final, je régressais limite niveau technique. Ouais. Et en termes de perf aussi, puisque ça m'a amené quand même quelques tensions, etc. Et du coup, je pense que même si c'est bien géré, la Ça marche pas avec fréquence, tout le monde. voilà, ça peut Mm. pas fonctionner avec tout le monde. Donc, à faire attention et à voir avec quel profil faire. À utiliser avec parcimonie. Exactement, tout à fait. Mais par contre, pour moi, à 100%, un débutant, ne jamais partir là-dessus. Ouais. Mm. Oui, clairement. Si on peut faire comment on peut dire un warning, Disclaimer. disclaimer, ouais. Mhm. Disclaimer. Ok. Et pour continuer un petit peu sur l'aspect programmation, coaching, etc. Est-ce que vous avez pu voir ou une anecdote justement sur le côté coaching avec chaque mouvement, un point, une variable qui a pu complètement débloquer une situation. Donc là, on a pu le voir par exemple avec le deadlift. Le fait d'augmenter la fréquence, Ludivine, ça l'a fait progresser. Jules, ça a bien fait progresser, etc. Mm. Donc le côté fréquence, ok. Mais est-ce que par exemple pour le squat, vous avez un point, un tips, un truc sur le côté programmation qui a pu débloquer complètement une personne, alors que ce soit au niveau technique ou au niveau perf pur? Moi, je sais que j'avais déjà utilisé avec Quentin, c'était pour son deadlift aussi. Et c'était une variation.
j'avais fait du 2CT qu'on avait poussé assez lourd pour le coup. Et en fait, le truc, c'est que sur le moment, il le tolérait pas vraiment, il aimait pas et c'était très compliqué de le faire. Et du coup, bah, on s'est quand même obstiné à le faire parce que moi j'y tenais et que bah, ça a plutôt bien fonctionné. Parce qu'il avait des gros problèmes en fait à maintenir sa position. Du coup, bah, enfin cette portion-là, c'est à peu près mi-tibia quand la barre était mi-tibia. Et du coup, je voulais vraiment qu'on renforce cette zone-là. Et du coup, bah, il en a bavé avec du 2CT. Ouais. Et, Un vrai 2CT. Ouais, du vrai 2CT. Oui, bah, t'inquiète, toutes les semaines, je lui rappelais, je disais, bah, tu vas me rajouter une petite demi-seconde là. Et bah, au final, ça a bien payé parce que bah, du coup, en termes de maintien de position et tout, il a développé une bonne capacité à se maintenir. Et en fait, bah, du coup, après, vu qu'il avait quand même pas mal beau potentiel à grind, on va dire, bah, ça a encore plus renforcé ça parce que du coup, avant, ce qu'il limitait, c'est que bah, certes, il grindait, il avait la force, mais en fait, il perdait sa position, donc c'était foutu. Ouais. Et là, bah, du coup, il grind et en plus, il conserve sa position, bah, du coup. Ça marche. Magnifique. Ouais, ok. Et concrètement, tu mettais quel format? Est-ce que c'était sur, dis-moi, le Ouais. top set, c'est back-off? Alors pour introduire, parce que du coup au début comme j'ai dit il le tolérait vraiment pas, j'avais mis juste un format ramp-up où il montait c'était ça du x4 ou x5 quelque chose comme ça et on montait pas forcément lourd dessus et au fur et à mesure bah, j'ai fait évoluer le format sur quand même pas mal de blocs, ça a dû prendre 2 cycles en tout où je l'ai vraiment mis que ça en jour secondaire Ok. tout le temps et au final on est arrivé ouais il m'a détesté. Et au final, on est arrivé sur un format, le truc qui avait super bien fonctionné, c'était sur un cluster et du coup bah, assez lourd en 2CT. Et du coup, en fait, bah, ça lui permettait de répéter l'effort sur des charges lourdes tout le temps. Et ça avait grave bien fonctionné. Son deadlift avait bien décollé à ce moment-là. Et c'est sur ce format-là, du coup, que en gros, j'établis mon cycle de référence pour le terre. Ok. Je sais qu'il répond bien à ça. Du coup, bah, même s'il aime pas sur le coup, maintenant il me dit bah c'est pas grave, je veux bien le faire quand même. Ouais, il accepte Oui, le processus. Si ça me permet de deadlift lourd après, Ok. c'est bon. Ouais, donc ce côté progressivité au fur et à mesure des blocs, et aussi le côté où t'as pas changé ce jour secondaire pendant une longue période, donc Ouais, pendant c'est ça. 3 à 4 mois, 6 mois. Ouais, au moins, quelque chose Ouais. comme ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir chez beaucoup, et moi aussi je l'ai fait, ce côté où on veut absolument changer les formats, Ouais. limite d'un bloc à l'autre. Mm. J'avais beaucoup ça au début quand moi j'ai aussi. commencé, parce que tu disais, bah si je modifie pas entièrement sa prog, il va penser que Que j'ai il rien paye fait, pour oui, rien, c'est par ça. exemple, ou que je sers à rien. Mais en fait, faut pas oublier que bah il nous paye, on fait ce service pour Mm. ses objectifs, qui est la progression. Mm. Et si le fait de faire du pause deadlift de CT pendant 6 mois, c'est ce qui fonctionne, Ah, c'est pour ça. bah faut en ça sert à rien de changer absolument ce jour secondaire. Et puis je sais qu'au début, enfin peut-être au tout début quand j'ai commencé, il m'aurait dit ah non j'aime pas ça, j'ai pas envie d'en faire. On va changer. J'aurais dit ah bah c'est pas grave, on change. Ouais. Et là je me suis quand même dit non quand même ça m'embête qu'il perde sa position tout le temps comme ça et tout. Ouais. Et au final bah quand c'est comme ça, faut juste aller au bout et voir les résultats après quand tu viens tester un max ou quoi, parce que c'est là où tu vois le truc, quoi. S'il est pas fort tout le temps sur son 2CT, sur tout le cycle, mais qu'il performe à la compétition, bah Ouais. moi je m'en fiche, c'est ça qu'on va faire. Oui, c'est ça. Ok, donc le pause deadlift 2CT pour Ouais, vraiment bien 2CT, renforcer sa ouais. position. Ok, quelqu'un d'autre, Ludivine, sur le deadlift ou un autre mouvement, hein, peu Ouais, importe. moi je sais qu'il y avait quelque chose qui avait bien marché sur un de mes athlètes qui perdait tout le temps sa position au bench, vraiment pas de capacité à garder son ancrage, vraiment une grosse instabilité. Et du coup on a poussé le Larsen qui a très très bien marché et pareil du coup je lui avais intégré, alors au début il l'avait sur le jour ternaire si je dis pas de bêtises, après je l'ai passé en secondaire parce que je m'étais dit bon peut-être que sur le ternaire déjà ça aidera en fait, oui ça aidait un peu mais c'était pas ce que je voulais, du coup on l'a passé sur le secondaire et en fait sur le secondaire il y avait vraiment de très très beaux rendements, à tel point qu'au final son Larsen a rattrapé quasiment son compte, donc là je me suis dit ok il y a un Pas truc mal. à faire. C'est Donc Mathilde. là, ça. je l'avais passé en primaire et on avait démarré directement par des doublés, si je dis pas de bêtises, vu que ça faisait déjà un petit moment qu'il l'avait. Et après, quand on l'a poussé en single, il est monté déjà quasiment aussi lourd que son comp, donc que son ancien comp, Ok. parce que à côté de ça, du coup, il avait aussi des singles sur le jour secondaire, du coup, sur le comp. Et en fait, il a pris plus 10 sur son bench comp. Et au final, le Larsen a rattrapé l'ancien max comp. Donc, franchement, Ok. incroyable. Et en plus, plus du tout de perte de position. Vraiment un bel ancrage, une bonne stabilité. Donc, ouais, ça avait bien marché. Bon, il y avait le renfort aussi un petit peu à côté qui avait bien aidé. Mais ouais, franchement, là, le Larsen, ça a été vraiment un truc qui avait bien débloqué tout ça. Ouais, que ce soit niveau perf ou même niveau technique, du coup, t'as vu des bonnes progressions. Ah ouais, il y avait une grosse différence. Ouais. Mais c'est pareil, ça a pris du temps.
temps. Enfin, c'est comme Alexis qui disait. Là, le temps de changer, du coup, de le passer après sur le secondaire, après de pousser le primaire, etc. Au final, oui, il y a bien eu 4 ou 5 mois où il a eu du Larsen. Mais au final, ça a bien marché. Donc, Ouais, ça forcément. marche. Le temps d'adaptation, Ouais. etc. Moi, le Larsen, c'était une de mes variations préférées en tant qu'athlète, mais je peux plus en faire parce que dès que j'en fais, je me blesse au pec. Ah ouais. Enfin, c'est pas que je me blesse, mais vraiment, ça tire énormément et ça impacte directement mon comp. Mais ouais, c'était. Franchement, en termes de variation, je trouve qu'elle est vraiment hyper intéressante, que ce soit juste pour le développement de la force ou le côté maintien de position et tension. Je trouve ça assez intéressant. Ok, très bien. Et ouais, pour le côté justement maintien de position en bench aussi. Moi, j'ai un cas où on a eu beaucoup de mal et on a encore beaucoup de mal à améliorer ce point technique où mon athlète glisse tout au long de sa série sur le bench. Elle perd à chaque fois sa position et son ancrage au niveau des épaules, etc. Et une variation qui a permis de beaucoup aider sur ce point-là, c'est le bench concentrique. Donc le fait de faire un tempo sur la poussée, tout simplement. Donc là, on l'a fait sur 4 secondes. Ouais. Donc le côté justement contrôle et ralentir la poussée, ça lui permet de se focus encore plus sur le côté justement maintien de position pendant la poussée. Et c'est une variation assez intéressante. Alors on le met sur le 3e jour ou le 4e jour de la semaine sur un format classique type 4x4 ou 4x5, je sais plus exactement. Et sur une charge assez basse, on est sur du RPE 6-7. Et malgré que ce soit assez léger, ça a permis quand même de bien transférer après sur le comp, juste sur le côté conscience en fait, technique, sur sa poussée au bench. Et ça, très différent du Larsen, puisque en général, on peut assez peu pousser l'intensité quand même sur du bench concentrique. Donc, comparé au Larsen où on peut vraiment pousser cette intensité-là, c'est différent, mais sur un 3e, 4e jour, on a vu des bons progrès en tout cas sur cet aspect vraiment technique. Ouais, j'ai une athlète à qui j'ai fait ça. Bon, pas autant, enfin, je crois que j'avais mis du 3-1-3, un truc comme ça. Parce que elle n'arrivait pas à stabiliser sa barre exactement au même endroit à chaque fois, et surtout sur la poussée, dès qu'il y avait un peu d'appréhension, elle poussait tout de suite à la verticale, tout de suite devant, et du coup il y avait des pertes de position tout le temps, et du coup je l'avais mis des singles sur ce format-là. Et au final ça l'avait hyper bien recalibré, et après elle était remontée quasiment sur son max en plus, et du coup quand elle était revenue sur son max vraiment en comp en spécifique, ça avait bien marché. Ok, bah justement une autre variation un peu dans ce style pour quelqu'un qui peut perdre sa trajectoire justement, ou en tout cas pas une trajectoire parfaite à la poussée, le stato, c'est une variation intéressante. Je sais plus si je t'en avais mis pour un petit moment aussi, je crois, et ça avait trop bien marché aussi. Le côté justement faire une pause à la mi-montée, ça permet de mieux contrôler et mieux gérer sa trajectoire justement sur la poussée, et pour quelqu'un qui va pousser trop à la verticale par exemple, adapter et ajuster ça. Quelqu'un qui va pousser trop à la diagonale, pareil. Donc ça, c'est une variation intéressante que j'utilise quand... Alors, le bench concentrique et le stato, je vais pas l'utiliser directement dès que je vois ce souci. Mais par contre, après plusieurs blocs, plusieurs mois, ou avec les ajustements techniques, on voit pas forcément d'amélioration, je vais introduire cette variation pour forcer un petit peu justement cette amélioration technique. Ouais, je le planifie pas mal aussi là. Et c'est un de mes exercices préférés aussi. Le stato. Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais. Ou le double stato, genre la pause à la descente. Double stato, j'adore ça. C'est une de mes variations préférées, je crois. Ouais, le stato, c'est bien. Moi, j'avais l'impression, tu te rappelles, je te le disais dans les retours, que j'avais l'impression que ça me facilitait la tâche. C'était encore plus facile. Je suis d'accord. C'était trop facile. Dommage, on peut pas en faire en comp. Ouais, dommage. Mais ouais, c'est des petites variations comme ça qu'on va pas forcément chercher dès le départ, mais qui peuvent être hyper intéressantes pour l'aspect technique, puisque parfois, juste avoir du comp, en fait, ça suffit pas, puisque certaines personnes vont pas avoir conscience de cet aspect technique, ou vont juste pas réussir à le mettre en place, parce que par exemple sur des formats je sais pas, plus lourds, avec la hype ou avec la pression ou le manque de confiance au niveau de la charge, ils vont juste pas réussir à penser à tout ou penser à cet aspect là. Donc ce type de variation, je pense que ce soit sur du principal ou du secondaire, ça peut être assez intéressant pour essayer d'améliorer ces petits défauts. Ouais, clairement. Et toi, du coup, à part le stato, est-ce qu'il y a un petit tips là que tu peux nous donner pour débloquer un mouvement au squat? J'ai Marie au squat. Déjà, on avait augmenté la fréquence, donc du coup, elle avait un comp, un high bar, et on a introduit du pin qu'elle avait au début en secondaire. Je crois qu'elle avait un format linéaire, genre 4x3, quelque chose comme ça. J'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien, parce qu'elle avait du mal en fait à maintenir la position, sa verticalité, et du coup elle avait tendance à toujours avoir le dos qui compensait un petit peu à la remontée.
Et vu que j'ai vu que ça fonctionnait bien, je crois qu'au bout de, pareil comme toi, 2 ou 3 blocs, je l'ai passé en principal. Ok. Et du coup sur des singles. Et en gros, je crois que le max qu'elle avait passé en comp, c'était 95, si j'ai pas de bêtises. Et son squat, c'était déjà quand même pas mal débloqué. Et elle a passé 100 en pin en single. Ok. Et ça a super bien fonctionné. Et là, du coup, on l'a repassé en secondaire. Et le squat comp est repassé en principal. Et du coup, je crois qu'elle avait un 4 ou 5 fois 1 sur le dernier bloc. Et elle a sorti 92 ou 95, alors que c'était son max avant. Donc voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Et je trouve que c'est une variation, alors qu'il a utilisé pas trop longtemps non plus, parce que des fois, ça peut un peu déclencher des tensions au niveau des hanches, moi je trouve. Et qui peut un peu dénaturer le mouvement selon les athlètes, mais ça peut quand même aider à avoir... comparé à un poste où des fois on peut quand même s'écraser aussi ou faire une pose qui est pas forcément super bien marquée. Là, le fait d'avoir un repère physique, ça aide à mieux être focalisé sur la technique. Après, il faut avoir la bonne aussi consigne et dire vraiment de pas... Ouais, voilà. Voilà, C'est faut ça. pas se jeter en bas. Ouais, Voilà. Justement, j'allais dire, par rapport aux pauses, on Ouais. peut avoir une meilleure pause, Voilà. mais certains, alors j'ai mis du pin à certaines personnes, c'était un Oui, trampoline en bas. C'est ça. Mais justement, là, l'importance, alors toutes les variations qu'on a dit, Mm. ça peut être efficace si on donne la bonne consigne C'est ça. à côté. Donc, C'est par ça. exemple, le 2CT d'Alexis, Mm. faire un vrai 2CT avec la bonne hauteur Ouais. et ce côté maintien de tension. C'est ça. Le Larsen, pareil, avec ce côté vraiment maintien de position pendant la poussée, Mm. stabilité. Et le pin, justement, quelle consigne? Chercher à faire le moins de bruit possible quand on arrive en bas du mouvement, enfin vraiment faire Ouais. venir stabiliser et Faire un vraiment soft que ça touch fasse. limite. Ouais, avec c'est la ça, barre, c'est ça. Mais c'est pareil pour le stato de tout à l'heure. Enfin, moi j'en ai où je sais que si je leur en mets, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser tout droit et ensuite Oui. ils vont. Ouais, c'est ça. Donc faut donner la bonne consigne C'est ça. de t'as 2 phases, mais sur les 2 phases, tu pousses en diagonale. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc Mm. c'est pour ça, la même variation avec un format différent ou une consigne différente, ça peut vraiment rien Mm. avoir une comparée à l'autre. Donc, Ouais. ok, pin squat. Mm. Et du coup, pourquoi t'es parti sur le pin plutôt qu'un pose au départ? C'est quoi qui a joué? Mais elle avait eu du pause aussi avant, Mhm. mais j'avais l'impression qu'elle avait du mal à. Même avec les consignes sur le fait d'essayer de maintenir la tension, tout ça, ça fonctionnait pas forcément. Et du coup, je me suis dit qu'on allait tester le pin, parce que vraiment, le fait d'avoir un repère physique comme ça, Ouais. où tu sens la pose en bas et tu es obligé de vraiment ralentir à fond et de repousser, et de pousser fort dans les jambes aussi et maintenir ta position, parce que sinon tu peux très vite partir en avant ou en arrière. En général, c'est plus en avant. Mais, et du coup, quand j'ai vu que ça fonctionnait, c'est pour ça que je l'ai passé vraiment en principal pour essayer de pousser au max, voir où elle pouvait monter, et ça a plutôt bien fonctionné pour le coup. Ouais, donc on revient à ce qu'on disait, les variations, on peut très bien les mettre en single, en Oui. doublé sur des formats RP8, Les faire 9. passer en principal Complètement. et après les repasser en secondaire, par exemple, je trouve que ça fonctionne bien aussi. Et justement, ça, avec des variations, on voit des bons résultats. Mm. Je trouve le côté intéressant, c'est quand tu repasses le comp, par exemple en principal, en single, Mm. garder cette variation, mais en changeant le format. Donc par exemple, de base, tu avais le pin en single et un 4x3. Et ensuite, la séance 2, tu avais un comp en triplé et 4x5. Mm. Et ben après quelques mois avec des bons résultats, faire l'inverse Oui. au final, garder exactement que les j'avais mêmes fait formats aussi, par ouais. exemple, Ouais. mais juste passer ton comp en single, ton pin en triplé, Mm. j'ai au hasard. Et justement, tu peux maintenir les bénéfices de la variation et encore mieux potentiellement les transférer sur ton mouvement de comp. Mm. Donc ça peut être intéressant et même pourquoi pas les garder. Je l'ai souvent fait avant une compétition Oui. où, ok, tu as une compétition qui arrive, mais ça veut pas dire que tu dois être sur du mouvement comp sur tous les mouvements de la semaine. Tu peux avoir certains très très bons résultats avec, je sais pas, du squat comp en principal et du high bar en secondaire et du pin en troisième et ça se passe super bien. Oui. Donc, Moi, j'ai eu le cas avec moi-même toi, sur le terre, qui est vraiment ma bête noire pour le coup. J'ai galéré pendant longtemps, plus d'un an et demi à stagner. Un an et demi à stagner pour sortir un PR de 2,5 à la mort. Et un truc qui avait super bien fonctionné, ça a été quand on était passé au... J'avais un terre par semaine, et le deuxième c'était du snatch grip, du Ok. RDL snatch grip. Et j'étais passé de 152 à 165. Ah, tu devais t'amuser. C'était trop bien. Voilà. Ok. Alors que bon, sur le papier, c'est pas forcément le Oui, truc la le plus variation, spécifique, ça. voilà, mais... Et pareil, j'étais quand même beaucoup plus forte, beaucoup plus à l'aise avec du snatch grip, avec du RDL classique, parce que je sentais beaucoup moins mon dos, Mhm. et ça a bien fonctionné, donc des fois, c'est... Bah, c'est ça qui est intéressant avec le coaching long terme aussi, Mm. c'est qu'au fur et à mesure, quand tu as fait plusieurs tests et que tu as des trucs qui fonctionnent pas, par Ah oui, exemple, bah oui. même dans notre cas, à tous les deux, on a essayé peut-être plusieurs choses sur le terre Mm. et ça n'a pas fonctionné. Mm. Si tu as le même coach pendant 2-3 ans, Mm. justement, ça permet, ok, on sait qu'on a fait ça, ça n'a pas fonctionné, on peut faire ça, on peut tester, etc. Ah bah là, typiquement, c'est le cas, parce que j'étais coachée par You, ça faisait
3-4 ans que j'étais coachée par lui, donc forcément, Oui, au bout d'un moment, voilà, tu sais ce qui peut fonctionner, C'est ce ça, qui peut ne pas c'est ça. fonctionner, et Ouais. tester d'autres choses, des fois plus atypiques, comme du hurdle snatch grip. j'adore Par ça. exemple. Par exemple. Ok. Et est-ce que vous avez d'autres petits trucs qui ont permis de débloquer complètement? Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose qui revient sur d'autres mouvements peut-être? Comme ça, on peut donner des pistes pour les gens qui nous écoutent. Bah, moi, j'ai encore une histoire de variation. Bah, écoute, dis-nous. C'était à la fois sur moi-même et à la fois du coup sur Samantha aussi au deadlift que j'ai utilisé. Et vraiment, ça a tout changé. C'est du deadlift en tempo 5-0 qu'elle a monté. Et en fait, le problème que du coup moi j'avais avec Samantha avait aussi, c'est au niveau du placement des hanches au départ et au niveau surtout de pas perdre la position quand tu commences à tirer. Donc moi, ce que je faisais, c'est que j'attrapais la barre. On tire à 100% direct, il y a pas de voilà, il y a pas de souci. Sauf que du coup, je perdais complètement ma position, t'avais mes hanches qui partaient complètement vers l'arrière et tout. Et du coup, j'ai utilisé pour ça en fait, ça m'oblige à partir lentement au début et du coup, forcément quand tu pars plus lentement, bizarrement la position elle se maintient mieux. Et du coup après ça marche bien. Je sais que ça a bien marché sur moi et ça a bien marché du coup sur Samantha. Au-delà du 3e deadlift, ça aussi ça a pas mal aidé quoi. Ouais. Bah ça justement j'utilise assez souvent le tempo deadlift. Alors assez peu en principal, plus souvent en secondaire. Moi aussi je fais ça. Plutôt 4 secondes, 5 secondes parfois, 4-5 on va dire. Assez rarement plus longtemps que ça parce que là je trouve qu'après ça devient un peu moins spécifique et t'as potentiellement moins de bénéfices. Mais le tempo jusqu'au genou et après justement mettre une bonne Ouais, ça, vitesse, c'est bien aussi. c'est assez intéressant. Est-ce que toi c'était un tempo classique du début à la fin ou jusqu'au genou? C'était tempo classique début à la fin, mais parce qu'au-delà de ça, il y avait un gros aspect aussi maintien la position, même sur les derniers centimètres du mouvement, quoi. Ok. Où le verrouillage à chaque fois était un peu compliqué. Donc en fait, j'ai fait 2 en 1, quoi. Enfin, Ouais, vu que jusqu'à la fin. c'est ça. Je me suis dit dans le doute, on va tout mettre comme ça, c'est bon. Ouais, le tempo jusqu'au genou, là pour le coup, ça va être assez intéressant. Tu as cette composante en plus, c'est le côté timing du verrouillage des genoux. Ouais, Pour ceux qui ont, soit ils n'arrivent pas tout simplement à avoir le bon repère ou la bonne technique dessus. Donc, soit la personne va verrouiller trop tôt et au final il va avoir le buste complètement en avant et ça va être compliqué de verrouiller. Soit il fait limite un appui-cuisse en restant en flexion jusqu'à la fin du mouvement. Le tempo genou, ça peut vraiment insister sur ce point-là Ouais, carrément. pour améliorer complètement le timing et ça peut faire toute la différence pour le coup sur un deadlift. Donc le tempo du début à la fin ou tempo genou, ça peut avoir 2 objectifs différents mais assez intéressant. Et tous les exos en tempo en soi, en variation, c'est souvent intéressant comme des mouvements en pause, etc. Ludivine, est-ce que tu as autre chose? Moi, côté variation, bon, en soi, généralement, ça marche plutôt bien, mais je pense à un truc là surtout. J'ai 3-4 athlètes à qui, par exemple, qui avaient des manques de confiance. Donc, je fais ça souvent au bench, mais ça m'arrive aussi de le faire au squat. Des claques dans la gueule. Super. Pas sûr que ça. Non, je fais souvent, quand je mets des singles, donc c'est déjà quand j'ai déjà poussé le bloc pour arriver sur des singles, je mets par exemple un 3 ou 4 x 1. Ça, j'aime beaucoup le faire et je le fais là en ce moment avec Lisa et Lou Malika. Okay. Ouais, les deux sont sur ce genre de format-là parce que justement elles ont pas confiance sur le bench et typiquement s'il y a que une single, en fait elles vont la plupart du temps faire pas n'importe quoi mais se précipiter, avoir peur, etc. Il y a de l'appréhension, du coup on va pas pouvoir en tirer ce qu'on veut. Ouais. Là de la single techniquement et même au niveau confiance et du coup le fait d'avoir un 3 ou 4 x 1 en fait la plupart du temps la première est assez dure et au final plus ça va plus c'est facile et plus elles sont confiance et plus tu sens que ça va qu'elles peuvent lâcher les chevaux donc ça j'aime bien le programmer et c'est vrai que sur Lou Malika et Lisa ça a vraiment vraiment bien fonctionné. On est vraiment passé de single à chaque fois où vraiment c'est un peu dans le cafouillage, j'ai beaucoup d'appréhension, techniquement je me perds, je me sens super bien et du coup je peux vraiment pousser et du coup maintenant ça fait que les 3 et 4 x 1 sont tous hyper qualitatifs quoi. Ok, et concrètement c'est quoi le format? Est-ce que c'est en format cluster avec 1 minute de récup ou alors c'est vraiment 5 x 1 avec 6 minutes de récup entre chaque? Pas 6 minutes de récup non plus, mais en fait ça va dépendre aussi, mais généralement ça je le programme pas quand on arrive sur les compétitions. Ça arrive que je le fasse jusqu'au bloc pré-picking, mais généralement du coup on n'est pas sur du 6 minutes de récup, généralement 4-5 c'est déjà largement bien. Okay.
Et par exemple, avec Lou Malika, j'ai même poussé encore un peu le truc, c'est que je lui fais faire du volume avant. Donc elle a un 3x3 juste avant, et après un 3x1. Comme ça, elle prend ses repères tranquillement. Par exemple, je sais pas, elle va avoir un 3x3 à 82, et après un 3x1 à 90. Comme ça va déjà la mettre dans ses repères, elle va déjà être bien en confiance, parce que ça y est, elle aura touché plusieurs fois la charge. 82, peut-être que ça va être lourd sur la première série, et après elle va tranquillement pouvoir lâcher un peu les chevaux. Et du coup, arriver sur ses singles, elle est déjà plus en confiance. La première, ça va bouger un peu, et au final, les deux suivantes sont trop bien. Ok, intéressant. Ça marche bien sur elle, ouais. Et est-ce que tu fonctionnes en RPE sur le 3x3 et les singles? Est-ce que tu es en pourcentage ou est-ce que tu es en fourchette de charge ou charge fixe? Pour le 3x3, je suis toujours en charge fixe. Parce que de toute façon, je lui fais semaine par semaine, donc du coup, je remplis en fonction de comment ça va, toujours en ayant une progressivité quand même, mais du coup, je mets toujours une charge fixe. Et après, ça dépend. Pour la single, souvent, je pense sur les 2 premières semaines, je vais lui mettre une charge fixe, et après, on va plutôt avoir une fourchette avec un RPE. Comme ça, elle va pouvoir jauger en fonction de la fatigue et de comment elle se sent. Ok, mais ouais, le fait d'avoir plusieurs singles, alors que ce soit format cluster ou format comme tu as dit ici, pour quelqu'un qui manque de confiance, c'est assez intéressant justement pour vraiment renforcer ça. Parce que souvent les gens sacralisent un petit peu la single, ou si la single RPE 8, j'ai peur, et au final, toutes les semaines de construction que tu peux avoir fait avant ça va être entre guillemets gâché sur le côté manque de confiance et juste mindset et l'approche. Alors que l'état de forme est certainement bon, etc. Mais juste le côté mental ne suit pas. Ok. Ouais, ça marche bien. Ouais, ce type de format. Après, comme tu dis, plutôt le faire éloigner, je pense, des compétitions, puisque ça reste quand même assez taxant. Alors sur un bench, je pense que ça reste quand même ok, mais quand tu te rapproches quand même du RPE 8, par exemple, sur plusieurs singles, ça peut commencer à être assez taxant. Moi, j'avais fait un format un peu comme ça avec Justine. Pareil, elle avait eu des formats avec plusieurs singles. Et un truc qui avait bien fonctionné aussi, c'était d'avoir des singles lourds toutes les semaines. Parce que pareil, en fait, elle avait largement la force, mais du coup, techniquement, elle faisait des fois un peu n'importe quoi. Parce qu'elle paniquait. Ou alors, elle faisait des postes qui n'étaient pas du tout marqués. Et du coup, vu que le bench, c'est quand même un mouvement où on récupère plus facilement que sur les autres mouvements, ça fonctionnait bien des fois de commencer le bloc avec RPE 8 et des fois de faire RPE 8 sur les 2 premières semaines et 9 sur les celles d'après. Et ça permettait de pas avoir le côté où t'as qu'une semaine et qu'une single à la fin du bloc. Pour, après, elle le gérait bien, on va dire, et elle n'était pas trop fatiguée non plus, donc c'est pour ça que je l'avais laissé, mais ça avait bien fonctionné aussi pour l'aspect confiance, et du coup, elle perdait moins et moins quand elle arrivait sur du plus lourd. Ouais, mais c'est ça, on n'est pas forcément obligé de rester tout le temps dans le format classique RPE 6, 7, 8, 9 d'une semaine à l'autre sur tous les blocs. Comme tu dis, moi j'ai déjà fait du 8, 8, 9, 9 par exemple, et même 8, 8, 8, 9, 9 en partant sur 5 semaines, voire 6 semaines. C'est pas un RPE 9 en fonction de la personne qui va complètement le cramer. Si tu vois que la personne récupère relativement bien d'un RPE 8 ou 9, tu peux très bien démarrer par ça ou le faire pousser sur plusieurs semaines en ayant quand même des bons résultats. Par contre, dans ces moments-là, je pense que la gestion des autres séances de la semaine, c'est encore plus important, parce que si tu fais justement ta single RPE 9 assez fréquemment, mais qu'à côté tu gères mal les autres séances secondaires et que tu pousses trop le volume, trop l'intensité ou autre, au final tu peux casser un petit peu cette dynamique. Donc je pense que là, la gestion des séances secondaires, c'est encore plus important dans ces moments-là. C'est pareil, on parle de bench, donc il n'y a que le bench entre guillemets même si au niveau du squat ça peut fatiguer un petit peu au niveau articulation, mais je pense qu'il faut être encore plus vigilant au niveau squat deadlift. Du coup les deux ça peut avoir de fortes interférences, donc si tu pousses un petit peu sur l'un et que l'autre il suit pas, tu peux vite les trucs sont pas sympas quoi. Souvent c'est ce que je dis au niveau des blocs, etc. Tu vas avoir de la progression sur un mouvement, 2 mouvements, mais c'est très rare d'avoir de la progression sur les 3 mouvements en même temps, au même moment. Souvent tu vas en avoir 1 ou 2 où tu vas potentiellement PR, ou juste tu vas te sentir mieux, tu vas progresser, et tu en as un autre qui va être un peu en dessous. Mais en soi c'est normal, tu pousses l'intensité, potentiellement tu progresses sur un mouvement, forcément tu auras de la fatigue sur l'autre, et tes ressources vont être prises par cette progression. Et ça va être compliqué, notamment comme tu dis, squat, deadlift, ou alors même parfois le bench, parce que le squat t'as bien poussé avant, et si tu fais le bench principal après ton squat principal, ça peut être impacté, etc. Mais ça c'est normal. Alors il y a certaines personnes qui vont progresser sur les 3 en même temps, mais c'est quand même plus rare. Enfin je sais pas chez vous, mais moi en tout cas c'est souvent de mouvements qui progresse bien, et t'en as un 3e qui est un petit peu en dessous, ça reste correct, voire de la régression parfois. Ouais, c'est sûr. Ça arrive, mais c'est souvent comme ça. Moi, je sais que j'ai des athlètes où si je leur mets, par exemple, sur un picking, je leur mets en gros leur plus gros deadlift et leur plus gros squat sur la même semaine.
pas possible. Ouais. Ouais. Donc généralement, il y a des athlètes avec qui j'ai une semaine de décalage, ils ont le deadlift un petit peu avant généralement, et le squat, le Ouais, squat plus qui tard. vient après quoi. Ok. Et avant les compétitions, est-ce que tu changes ça ou tu restes quand même sur ce format-là? Non, je reste sur, tu restes là-dessus. sur ça, ouais. Ok. Et Ouais. en compétition, tu vois quand même des bons résultats, parce qu'on Ouais, pourrait potentiellement croire, vu que t'as pas les mêmes mouvements lourds sur la même séance, voire même pas sur la même semaine, bah, la personne va peut-être pas avoir l'habitude justement de pousser sur les 3 le même jour, Hmm. mais tu vois pas forcément de Non, différence. je vois pas forcément de différence à ce Non. niveau-là. Ouais. Puis généralement, enfin, après, il faut aussi connaître l'athlète, mais je fais en sorte que ça tombe bien, quoi. S'il a l'habitude, on va dire, de faire un deadlift sur son samedi, même s'il est pas lourd, bah, je vais lui laisser le deadlift pas lourd juste pour qu'il Ouais. prenne ses repères techniques, et peut-être il aura fait son plus gros deadlift le mardi, Mhm. mais il aura quand même eu un petit peu de pratique le samedi. Ouais. Donc il a quand même l'habitude en soi de pratiquer le mouvement sur le jour J, juste c'est pas là où il va chercher de l'intensité, quoi. Ok. Bah ça me va ta réponse, j'accepte. Bah top. Ok. Moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui n'ont pas de séance SBD et même. Ça marche bien en Ouais. compétition. Mais moi, sur mes compètes, je crois que j'ai quasiment jamais eu de séance SBD et j'ai pas ressenti de grosses difficultés. Ouais, Le jour J, ça m'a pas forcément impacté. ouais, perso aussi, j'ai assez peu de séances SBD, Mm. moi personnellement. J'en mets quand même à mes athlètes, mais je pense pas que ce soit la majorité. Ouais, non. C'est souvent plus si c'est une demande et qu'ils ont l'habitude de faire, je sais pas, leur SBD. Le SBD du Ouais. samedi avec les copains. Voilà. Exactement. Ouais. Le Moi, fameux. j'en mets assez souvent, genre en vrai, j'en ai pas mal qui sont genre à 2 SBD par semaine par exemple, mais la répartition fait que, bah certes, il y a des SBD, mais il y a des jours où au final, ils se retrouvent juste avec un bench et un squat très léger ou juste Oui, un bench. Oui. Donc au final, pour moi, c'est deux répartitions qui se valent, et je sais que moi, quand je fais des SBD, enfin même s'il y en a un qui en a 2 dans la semaine, bah, je vais pas mettre enfin sauf cas où c'est nécessaire, je vais pas mettre les trois mouvements principaux Mm. sur le même jour. Généralement, je fais Ouais. le squat lourd et Oui, le c'est deadlift ça. plus léger, ou inversement quoi. Ouais, tu gères bien juste la fatigue en fait sur Ouais, la c'est ça. semaine, tout simplement. Puis, enfin, pour ceux avec qui j'ai 2 SBD comme ça, enfin, j'ai vu aucun souci au niveau de récupération, quoi. Mm. Si jamais c'est le cas, bah, je bouge un petit peu. J'en ai avec qui généralement squat deadlift sur la même séance, ça passait pas très bien, donc j'intervertis un petit peu les séances. Mais quand je vois qu'il n'y a pas de souci, je vois pas intérêt de changer, quoi. Bah, moi, par contre, perso, j'ai déjà eu les cas où, justement, en essayant d'ajuster comme ça sur la semaine, donc pas avoir, je sais pas, le squat et le deadlift lourd dans la même séance, Mm. ou même ne pas l'avoir, je sais pas, le lundi et mardi, bah, en fait, ils avaient des meilleurs résultats en ayant ces mouvements lourds dans la même Ouais, c'est séance. possible aussi. Parce que, donc sur un format classique que je peux utiliser parfois, donc le lundi squat bench, le lendemain deadlift par exemple, le fait d'avoir fait le squat lourd la veille, même s'il a eu 24 heures de récup avant son deadlift, bah au final il sentait pas forcément bien parce qu'il était cramé du squat de la veille. Ouais, c'est sûr. Par contre, s'il fait le deadlift en même temps que son squat lourd, voire même que le bench lourd, en fait il est dans la dynamique, c'est la séance de la semaine, je vais Oui. être cramé après, je le sais, Ouais. mais je vais mettre toutes mes ressources dedans. Et au final, il avait des meilleurs résultats parce Mhm. que là, après sa séance principale, il était KO. Et au final, il n'arrivait pas à performer le mardi, voire même le jeudi ou le Ouais. vendredi. Donc, Ouais, ça dépend des ouais, profils, voilà. quoi. C'est fou, hein, comme Ouais, c'est incroyable. il faut individualiser quand même. Hein. C'est C'est dingue, dingue. Hein. C'est presque un travail. Et ben, en parlant d'individualisation, Ludivine, tu as Ouais. coaché récemment et tu coaches encore, je crois, quelqu'un qui est enceinte et qui a accouché. Oui, Et du coup, je voulais voir. Elvina. Ouais, Comment? Elvina, elle s'appelle. Bonjour Elvina. Félicitations. Et je crois que chez Opéda, on a eu 2 personnes. On a eu Fitia aussi, Oui. qui était coachée par Alexis. Alors, je sais pas si elle est encore actuellement suivie ou Je pas. sais pas. Je Si elle crois continue. oui, ou qu'elle reprend le suivi normalement. Oui. Bon, en tout cas, elle a été coachée avant Mhm. et après. Et justement, donc ce cas, en réalité, c'est quand même assez rare qu'on ait des athlètes qui soient enceintes, qui accouchent et qui continuent de la force, etc. Mais c'est intéressant, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Comment est-ce que tu as ajusté, comment tu as adapté un petit peu sa programmation tout au cours justement de Ouais. sa grossesse et là actuellement? Bah, Et moi, tu vas déjà, nous ce faire qu'il faut- mois par mois. Ok, mois par mois. Mois numéro 1. Là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je la coachais pas avant qu'elle soit enceinte. En gros, elle m'a contactée et elle était déjà coachée et ça faisait 2 semaines, je crois qu'elle le savait, 2 ou 3 semaines. Et du coup, elle m'a contactée en me demandant, bah voilà, si pour moi c'était ok du coup de la coacher alors qu'elle était enceinte, etc. Parce qu'elle avait besoin justement d'un suivi vraiment très individualisé, d'être sûre que qu'elle soit entre de bonnes mains.
Donc du coup, il n'y a pas eu ce truc de programmation avant, programmation après. Ça a tout de suite Ok. été programmation pendant la grossesse. Et au début, franchement, bon, déjà, moi, j'ai été hyper carré avec ça. C'est que je voulais un retour à chaque fois qu'elle voyait des professionnels de santé. Ça, je voulais Ouais. absolument tout savoir. Je voulais pas je sais pas, qu'elle me dise pas si il y a des médecins qui lui disaient de ralentir un peu ou quoi. Je voulais absolument que tout soit ok de ce côté-là. Chose qui a été faite. Du coup, ça s'est très très bien passé. Et franchement, elle a eu une grossesse vraiment nickel. Elle a pu s'entraîner jusqu'à 3-4 jours avant l'accouchement. Enfin, vraiment, Ah oui. elle m'a envoyé ses retours et je crois que 2 jours après, elle m'a dit coucou, bah c'est bon, j'ai accouché. J'étais là, bon, Ok, trop ok. bien. Ah, de l'eau Mais ouais, d'accoucher on- pendant un squat, un pin squat. On a vraiment pu pousser jusqu'au bout. Et le pire, c'est qu'elle a fait des PR. Je crois qu'elle a fait un PR au bench ou un truc comme ça. 2 semaines avant, je crois, avant d'accoucher. Enfin, vraiment, on a pu maintenir. C'était vraiment génial. Après, si je peux me permettre, alors je suis pas expert là-dessus, mais je crois que pendant la grossesse, t'as Les ce côté hormones. hormonal. Ouais, surtout Et au donc début. elle était un peu dopée quoi pendant la grossesse. Ouais. Ça. Mais ça, c'est surtout au début, ouais. au Non, début, c'est vrai, bah- l'augmentation des hormones font que, bah, du coup, t'as... mais je sais qu'il y a des athlètes, il y a eu des scandales comme ça. Bah des oui, athlètes dans les haut pays de niveau, l'Est, dans les notamment pays en de l'Est, Russie, justement, des femmes, du coup, qui tombaient enceintes et après... qui du coup, était mise enceinte un peu de force Oui, pour justement avoir ce boost hormonal Exactement, ouais, naturel sans passer pour le côté dopage. Ouais. Super. Ok. Ouais. Top. Donc du coup, bon, là en tout cas, au début c'est vrai que j'ai pu lui faire une programmation vraiment classique, vraiment normale, bon toujours avec ses ressentis, savoir comment ça allait, etc. Et ça a commencé à bouger, bon bah déjà quand le ventre a commencé à sortir un peu, parce que bah, forcément il y a des choses que tu peux plus faire au niveau du renfort, forcément bah, tous les exos qui nécessitent déjà d'être, je sais pas, sur un banc, je Tirage sais pas, planche. voilà, tirage, etc., impossible. Donc ça, Pas déjà, terrible. donc ça déjà il fallait faire attention. Tout ce qui est exo aussi qui peuvent venir tirer sur le ventre, bah, tout ce qui est GHD, sit-up, etc. Voilà, complètement éviter. Ça, après, bah, forcément, au fur et à mesure, du coup, on a d'abord diminué un petit peu le volume, histoire qu'elle ait des séances un petit peu plus courtes. Sur Là la on est fin, à quel a- mois là? Aux alentours du 5e. Ok, Là, aux 5e, alentours ça du allait vite. 5e, Ouais, donc assez tôt on- au final quand même tu. Oui, quand même, Ouais. mais voilà, c'était déjà juste commencer à adapter pour Ouais. qu'au niveau du ventre, elle soit pas gênée. Commencer à desserrer tranquillement un peu la ceinture pour que voilà, elle sente que bah, le bracing c'est ok, mais qu'en même temps, elle appuie pas trop sur le ventre. Parce que la ceinture, justement, tu l'as gardée jusqu'à quand? C'est elle qui m'a dit, écoute, je commence à plus trop le sentir. Elle se sentait Ouais. beaucoup plus à l'aise sans. Donc du Mhm. coup, je lui ai dit, bah, stop, on l'enlève. C'était à quel moment Parce que tu sais, hein, À parce partir que- du 7e. Ouais. Ah ouais, donc Partir du quand même, septième, assez ouais, tard elle au a gardé final. longtemps. Mais il y a eu un bon 2 mois où elle l'avait, mais voilà, c'était juste pour avoir la conscience du bracing. Ouais. Elle l'utilisait pas forcément à 100%. Ok. Et ouais, on a commencé à diminuer un petit peu le volume, mais très très légèrement au 5e mois. Mais c'est pareil, elle était quand même à 90-95% de ses max à chaque fois, Ok. sans problème quoi. Vraiment, elle avait une très très bonne tolérance. Et cette diminution de volume, potentiellement de série, c'est venu de toi ou c'est elle qui disait peut-être qu'elle était moins en forme, qu'elle avait moins de temps, qu'elle avait moins envie C'était quelle raison? C'est venu de moi, mais par rapport au retour qu'elle me faisait, par Ok. rapport au ressenti qu'elle avait, de justement, bah, elle sentait qu'elle récupérait un peu moins bien entre les séances, elle sentait qu'elle Ouais. commençait un peu à avoir de moins bons ressentis, moins de repères. Donc, Mhm. vu que l'intensité, elle la tolérait très bien, mais que je pensais que c'était plus le volume, du coup, j'ai plutôt joué avec ça. Au final, c'était ça, donc du coup, c'est bien passé. Et après, ouais, jusqu'au 7e mois, franchement, nickel. Ça, 7e c'est mois, du similaire coup, à peu près, 5-7, on n'a rien ok. touché de plus. 7e mois, du coup, bon, là, ça a commencé un petit peu à fatiguer, ce qui est normal de toute façon. Du coup, on a enlevé la ceinture, moins d'intensité aussi, et c'est là aussi qu'elle a commencé à me demander de justement réduire un petit peu les séances. Ouais. Je crois qu'à ce moment-là, on est passé de 4 à 3 séances pour qu'elle ait un petit peu plus de temps aussi pour se préparer tranquillement aussi de son côté. Pareil au niveau des renfos, bah du coup il y a des renfos qu'elle tolérait plus. Les fentes bulgares, elle en avait beaucoup parce qu'en plus elle tolérait hyper bien, elle avait des super ressentis, puis même c'est un exo qu'elle aimait beaucoup. Ça on a fini par le retirer parce que ça lui amenait beaucoup de tension au niveau des hanches, au niveau du bassin. Donc ça tous les exos forcément, bah le bébé vient commencer à tirer au niveau du bassin aussi, au niveau du bas-ventre, donc il faut réduire un petit peu ça. Le RDL aussi, elle commençait à avoir des douleurs au niveau de la sciatique, donc pareil on a enlevé ça. Mais voilà, au final elle tolérait vraiment tout. Sauf ce qui tirait sur le ventre et ce qui venait potentiellement tirer au niveau du bassin aussi. Ouais, donc Et il y a après- justement des mouvements de renfort au fur et à mesure Ouais. avec les ressentis et les retours qui sont hyper importants. Alors, Ouais, c'est exactement. important dans un suivi normal, mais encore plus là, Oui, mais dans encore ces plus cas-là. là, quoi. du coup, où je voulais être sûre d'avoir toutes les infos. Et après, ouais, franchement, même le dernier mois,
Enfin, vraiment, elle m'a impressionnée. Elle arrivait à faire beaucoup de volume. Je crois on était passé à un squat semaine, pareil, parce que du coup, beaucoup de tension au niveau des hanches. Le terre, pareil, inter aussi, parce qu'en plus, elle est en sumo. Elle voulait garder le sumo. Il y avait une très bonne tolérance, mais du coup, pareil, au niveau des hanches, moi, je voulais qu'on y aille mollo. Donc, ouais, on était passé sur un squat inter. Le bench, on est repassé sur 3, puisque du coup on était redescendu sur 3 séances et voilà, et on a gardé ça. Là je crois qu'à la fin, au début elle avait peut-être des séances de 2 heures, à la fin c'était plus 40-45 minutes, mais au final on avait quand même le temps de faire du volume, quand même le temps de monter un petit peu en charge aussi. Bon, je l'ai un petit peu comment dire, enfin, je lui ai dû doucement sur les charges parce qu'elle continuait quand même à mettre pas mal lourd. Ouais, tu devais la limiter quand même. Je lui ai dit non, on va quand même y aller mollo. Mais ouais, non, franchement, une hyper bonne tolérance. Et ouais, je dis, franchement, elle s'est entraînée 2-3 jours avant et ça s'est bien passé, quoi. J'ai eu son retour et après, j'ai eu une petite photo. Ça y est, le bébé. c'est trop bien, ouais. Ok, et là, ça fait combien de temps qu'elle a accouché? Et là, du coup, je crois que son bébé a presque 3 mois. Ok. Donc on a eu 1 mois où vraiment de pause, elle a rien fait du tout. Sérieux quoi, aucun effort. Abusé Hein, franchement. Abusé quand même. Mais ouais, vraiment 1 mois de rien du tout parce que bah voilà, le temps qu'elle s'habitue aussi à sa nouvelle vie, etc. C'est pas évident. Donc voilà, et quand je lui ai dit, quand t'es prête, tu m'envoies un message, tu me dis, on redémarre tranquille. Et ouais, 1 mois après, on a recommencé. Et du coup, là, sur les 2 mois de grosses reprises, au début, du coup, bon, après, je lui ai dit de bouger aussi pas mal pendant le mois de pause. Ouais, de rester actif quand même. Voilà, de rester actif quand même. Faire du crossfit. Très bonne idée. Aérox, avec le périnée pas encore remis, c'est super idée. C'est une très bonne idée. Mais ouais, du coup, je lui ai dit quand même de rester actif, de bien marcher. 1 semaine avant, je lui ai dit d'aller à la salle pour voir ce qu'elle pouvait tester faire. un petit peu. Voilà, au niveau de sa tolérance et tout. Donc là, elle m'a fait un gros retour en me disant que bah ça allait, les mouvements c'était ok, mais que bon, tous les mouvements du coup qui tiraient au niveau du ventre, c'était mort. Et surtout, bah très peu de comment dire, de tolérance. Enfin, pas en termes de douleur ou quoi, mais juste une séance de 30 minutes, après elle était KO quoi. Donc du coup, on a repris très progressivement. Et ouais, au début on s'est recalé sur 3 séances de 30 minutes, et puis progressivement du coup je lui ai rajouté un petit peu de volume. Au début c'était vraiment que du renfo, donc renfo un peu vraiment de partout, tout ce qu'elle tolérait, et après progressivement je lui ai rajouté un squat. Progressivement je lui ai rajouté du bench aussi, pas sur le début parce que du coup ça tirait au niveau du bas-ventre aussi. Ouais, sur la position. Ouais, l'extension de suite ça venait tirer, donc on a et le bench justement, alors avant l'accouchement et là après, tu le faisais en comp ou est-ce que tu faisais du fit-up? Franchement, elle a tout fait en comp. Et je crois qu'elle a dû en faire 2 en fit-up parce qu'il y avait des fois où ça tirait quand même pas mal, mais je lui disais du coup de pas mettre trop de pression au niveau du leg drive, juste poser les pieds et juste d'avoir une stabilité en plus. Mais ouais, non, elle a fait franchement 98% de ses bench sur du comp. Donc ouais, non, franchement. Ouais, je pensais que. Ouais, tu vois, sur les dernières semaines du fit-up, ça aurait été plus facile. Mais... Enfin, ça aurait été plus facile, mais elle peut quand même faire du comp. Ouais, mais au final, non, elle l'a très bien toléré. Puis elle avait pas du tout de tension au niveau du ventre. Donc, du coup. Puis de toute façon, après, au niveau des charges, même au niveau du volume, ça avait déjà bien diminué. Donc, elle avait quand même beaucoup moins de séances. Mais ouais, non, et du coup, bah, sur la reprise, on y a été doucement. Et après, sur le terme, on a redémarré en tradi, pareil, pour pas du coup trop solliciter les hanches d'un coup avec du sumo plus du squat. Et je crois que ouais, on a. En fait, progressivement, je lui ai augmenté un peu le volume. Après, on a augmenté un petit peu l'intensité avec des RPE, toujours pour qu'elle ait ses ressentis. Jusqu'à progressivement récupérer un peu les formats plus classiques avec top set back-off. Et voilà, progressivement rajouter du renfort. Et surtout, travail aussi au niveau du périnée. Même si du coup, elle avait déjà fait aussi le travail à côté. Mais ouais, ça a été hyper important. Forcément. Bosser un petit peu dans tous les sens, retravailler le périnée, bien se renforcer aussi au niveau de la sangle abdominale, parce que bah, forcément, tout a été un peu chamboulé. Et puis voilà. Mais ouais, franchement. Expérience intéressante. Bah du coup, ouais. Parce que ça te force aussi à sortir un petit peu de ta zone de confort, parce qu'on peut avoir des cas en général entre guillemets assez classiques. Alors chacun a ses petites différences, l'adaptation au niveau du rythme de vie et tout, mais là c'est vraiment une adaptation à plein de niveaux quoi. Ouais. Mais ouais, non, franchement trop bien, trop contente. Et puis était super contente aussi, et puis apaisée aussi de savoir que bah voilà, elle pouvait quand même bien encadrer, voilà, parce que ça lui faisait du bien, mais qu'en même temps bah qu'elle faisait pas n'importe quoi et que tout allait bien se passer pour le bébé quoi. Et parce que là pour le coup en termes de période niveau récupération c'est compliqué quoi, surtout après l'accouchement, là niveau sommeil, niveau fatigue, tu vas être pas mal assez élevé, donc justement c'est encore plus important dans ces phases là. Donc que ce soit après un accouchement ou juste des phases plus intenses dans la vie perso au niveau du travail, de vraiment pas hésiter à diminuer pendant une période pour après remonter, parce que c'est dans ces moments là où justement le risque de blessure est vraiment décuplé. Ouais.
Ben non, là, du coup, pas de blessure, rien, tout s'est bien passé. Et puis, ouais, bon, après, forcément, oui, il y avait des fois où il fallait vraiment adapter du jour au lendemain parce que bah, il n'y avait pas le choix. Il y avait des fois, elle me disait, bah, j'ai pas dormi de la nuit, donc bah, je peux pas aller m'entraîner. Donc, du coup, on a bien adapté par rapport à ça. Mais ouais, franchement, tout s'est très bien passé, donc j'étais contente. Ok. Et là, aujourd'hui, t'es encore avec les 3 séances Aujourd'hui, du coup, on est repassé à 4. Ok. Et là, on a repris, du coup, 2 squats par semaine. Mhm. Ouais, avec des formats classiques comme à peu près ce qu'on avait avant. Le bench, on est repassé à 3. On a repris que 3 et un 4e du coup parce qu'elle avait quand même un petit peu de tension au niveau du haut du corps. Du coup, on est repassé sur 3, mais avec sur la 4e séance un renfort où tu pousses un peu. On a mis du développé couché haltère. Mhm. Tu pousses un peu. Et pour le terre, on a repris qu'une fréquence, mais par contre, elle a repris le sumo. Et sans Ok. problème. Ok, Et là, la dernière fois, elle m'a dit, oh, je me suis un peu amusée, j'ai fait une single, j'ai PR. Ok. Elle était contente. Mais Sympa. voilà, ouais. Et au niveau de la ceinture, tu l'as réintroduit là actuellement La ceinture, du coup, ouais, il y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Ok. Il y a 3 semaines, ouais. Ouais. Bah, une fois que, en fait, moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'au niveau du périnée, ce soit ok, qu'on fasse Ouais. pas un cache-misère. Oui, parce qu'après, avec la ceinture, juste ouais. tu augmentes les pressions Oui, et ça. c'est Ouais. le pire, quoi. Donc, du coup, voilà, je voulais que déjà à ce niveau-là, ce soit ok. Et puis surtout, bah, qu'elle ait repris ses ressentis déjà au niveau du bracing, déjà sans la ceinture. Pareil, pas faire Ouais. du cache-misère, pas juste se dire, bon, je mets la ceinture pour la mettre. Je voulais vraiment que ce soit ok, qu'elle ait retrouvé ses sensations. Et c'est pour ça qu'on a fait pas mal de tradis en montant un petit peu en charge aussi. Et on l'a poussé aussi un petit peu. Je l'ai fait pousser sur des triplés, je crois, en tradi. Du coup, sans ceinture, pour justement récupérer un peu les ressentis au niveau du dos, au niveau du bracing, qu'elle retrouve sa capacité d'avant, quoi. Ok. Mm. Bon, bah, expérience Oula. intéressante. Ouais, franchement, c'était très cool. Oui. Bah, déjà, j'aime bien faire partie de leur vie. Enfin, j'estime que quand t'es coach, Ouais. tu les accompagnes certes pour leurs objectifs, pour leurs performances, mais au final, t'es la personne sur qui ils peuvent compter aussi. Donc là, franchement, ouais, c'était très très cool. Bah, parfois, quand t'as des athlètes qui ont 4-5 séances dans la semaine, tu leur parles tous les jours. Ah bah donc, oui, clairement, oui. parfois, tu leur parles longtemps avec des longs vocaux. Oui. Donc, c'est sûr. Ok. Autre sujet. On m'a posé la question sur le côté budget pour faire des compétitions et juste pour pratiquer la force. Du coup, je voulais revenir un petit peu là-dessus pour donner quelques infos pour essayer de compartimenter chaque partie justement de ce sport. Et le côté matos, l'investissement qu'il faut pour pouvoir bien pratiquer. Le côté, si on fait des compétitions licence plus paiement, justement des différentes inscriptions, etc. Et potentiellement, le côté coaching, plus diète, plus prépa mentale, etc. Donc déjà, je pense le plus simple, c'est le côté licence. Ouais. Si Margot, tu veux nous en parler. Le côté licence, les tarifs qu'on va retrouver en général, les prix des inscriptions à des compétitions, etc. Pour quelqu'un peut-être qui veut faire 2-3 compétitions dans l'année, ça peut lui revenir à combien? Bah, ça dépend un petit peu. Si je dis pas de bêtises, une licence individuelle, c'est 120 €, je crois, actuellement. Peut-être même Ouais, plus. c'est 150. 150. Ouais. En tout cas, chez nous, je sais pas si tous les clubs c'est pareil, mais je pense maintenant quasiment. Je crois que c'est à peu près les mêmes tarifs, que tu sois en club ou tu prennes ta licence individuelle. Donc en général, c'est quand même mieux d'avoir un club parce que déjà t'es accompagné. Des fois, tu peux être remboursé aussi selon les compétitions. Donc bon, autant. Et puis tu fais vivre aussi quand même un club, donc c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, ça on est en général sur à peu près 150 € à Je l'année. vais sortir la calculette. Vas-y, continue. Allez, donc 150 pour ça. Les compétitions, ça dépend un petit peu. Ça peut aller de 30 à une centaine d'euros. En général, ça va être 50. Ouais, Oui, centaines en d'euros, moyenne, c'est vraiment rare quand même. Voilà, c'est quand Il y même en a rare. quelques-unes. Oui. Certains aiment bien faire ces compétitions-là, mais c'est plus pour le côté, je sais pas chaud de la compétition, mais. Oui, ou des fois il y a des Oui, c'est gros parce cash que voilà, prize, t'as des gros c'est cash, ça. des gros cash prize. On va Mais dire des même, c'est compétitions le nom de la régionales. compétition. Ouais. Régional, ça va être entre 30 et 50 € à peu près. On part sur une moyenne de 40. Allez. Ok, j'accepte. Partons sur une moyenne de 40. En général, Oui. les athlètes font combien? 2 compétitions par an? 3? 2 ou 3. 2, 3? Ouais. On part sur une moyenne de 2,5. Oui. Fait 40 fois 2. Allez. Ok, donc ça, c'est l'aspect compétition. Est-ce qu'il y a. Bon, après, on peut pas en parler, mais tous les frais pour se déplacer à la compétition, Ça dépend des gens. relogement. Oui, voilà, ça dépend. Si tu fais une Voilà, ça compétition peut à rajouter proximité aussi. de chez toi ou pas. Quoi. Donc ça sera forcément à prendre en compte, mais bon, ça dépend énormément. Alors nous, on se déplace déjà beaucoup sur les différentes compétitions dans les différentes régions, mais ce qu'on fait aussi, c'est que les grosses compétitions, on essaye de caler plusieurs athlètes sur les mêmes. Donc là, par exemple, toi, Ludivine, avec Alexis, vous allez partir à Bordeaux. Ouais. Donc il y a plusieurs athlètes sur cette compétition-là. Je crois après, c'est Albi. Donc on a aussi beaucoup d'athlètes sur cette compétition-là. Il y a d'autres compétitions à Paris, à Lyon. Il y aura celle du CRES, du coup, vers Montpellier, etc.
Donc on a aussi beaucoup de nos athlètes qui eux se déplacent pour faire ces différentes compétitions, donc forcément ça va rajouter un petit peu dans le budget. Ouais. Mais ça, vous faites vos calculs de vos côtés. Voilà. De votre C'est côté. à rajouter. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, l'aspect matériel. Ludivine, toi qui es sponsorisé A7, Oui. Tu as tous les prix en tête. tu as tous les prix en tête. Donc, pour, Bon, on va déjà- dire, allez, quelqu'un qui veut s'équiper, pas forcément avec le top haut de gamme directement, mais quand même. A7, c'est le top haut de gamme. Ok. Ok, mais pas forcément avec les dernières genouillères, rigor Oui. mortis, etc. Du Ok. classique. Ok. Déjà Qu'est-ce pour la qu'on a ceinture, qu'on soit Ouais. chez A7 ou chez SBD, d'ailleurs c'est la même chose, hein, c'est presque 300 €, c'est 280. Ok. Donc ça déjà. 280 Ouais, Wow. ouais, 280. Ça a beaucoup augmenté, ça faisait long. Je savais pas que c'était aussi cher. Ouais, Quand je l'ai hein. payé, c'était genre 200, je crois, max. C'est Ouais. 220. Oui, quand j'ai acheté ma première SBD, c'était 220, ouais. Mais Wow. c'était il y a 4 ans, ouais. Mais Après, ouais, ça maintenant faut- les deux sont bien remontés, ouais. Ça, faut compter que si vraiment il y a quelqu'un qui est Après, débutant, il peut acheter une ceinture, oui. voilà, une autre Oui. ceinture, mais Mais il après, va payer bon, 75 €, mais voilà. les ça va pas- 280, franchement là, j'ai jamais vu personne abîmer vraiment une ceinture au point de Non. se dire bon elle est cassée, faut que Ouais, je non. rachète une quoi. Ouais, en général, on change de ceinture quand on change de KT, mais à Oui. part ça, c'est très rare. Oui. Moi, alors j'en ai changé une fois, parce que j'avais une S de base, que j'ai échangé avec une M. Du coup, la M, ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai. Et j'ai juste un petit, je sais pas, écrou qui part un petit peu que je dois appuyer. Oui, Oui, moi mais aussi. Mais voilà quoi. mais c'est tout. Donc Oui. bon, en C'est un général, tu investissement l'achètes, c'est long terme. un investissement Voilà. long terme, c'est fou. C'est fou. Et en plus, il prend de la valeur, comme on a pu le voir, il a pris 60 Ouais. euros Ouais. au cours de 5 ans. Donc, Donc c'est bon. Ouais. D'accord. Gardez-le. ok, après on a Mais quoi ouais, du coup la ceinture, Les les prix. genouillères. Combien? Je sais même pas le prix des genouillères. Bah alors ça dépend Alors, ce que tu prends. On va dire, on prend les classiques. Alors, tu Parce peux que donner le 80, tarif des classiques et des rigors, mais. Le tarif des classiques, ouais, c'est 80. Ok. 80. Après, bon, si c'est un débutant qui veut s'équiper, il y a les rigors aussi, mais bon, enfin, pour moi en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à faire équiper un débutant avec des rigors, mais bon, les rigors sont à 120. donc, Mais ouais, ouais, voilà, 200 euros, classique, classique Ok. 80. Et ensuite, bande de poignet. Ouais. C'est quoi, Bande 30? de poignet. Plus, 40. 40. Tout Si j'ai pas de bêtises. Ouais, 39,99, donc 40. de Macron. Ok. Macron. Et Démission. après, après du coup, bah, le singlet. Ouais. Le singlet, ça va être un des trucs qui va être entre guillemets le plus cher. Ah ouais avec la ceinture, du coup. Ok. Et ouais, là, les singlets, bah, chez SBD et chez A7, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est entre 70 et Ah. 85. Ouais, ça va, ouais. Oui, oui, mais enfin, Je m'attendais à ce c'est que un vous avez pris budget. 100 euros aussi. Ouais, Non, moi aussi. non, Je pensais que t'allais sortir un 120. non, mais bon, ça Ouais. reste un coup quand même quand tu Ah bah, dois c'est sûr. tout acheter. Surtout quand je pense t'achètes t'auras- toutes les collections. Ouais, Ça par fait cher. exemple. Là, ça fait cher, mais ouais, 80 de moyenne à peu près. Mhm. Et après, le singlet, enfin le t-shirt compétition, pareil, t-shirt compétition, 40 € à peu près. Ok. Voilà. 40 euros. Mm. Ok. Singlet d'ailleurs chez A7 où il y a énormément de choix. Oui. Ils sortent Toutes les couleurs une couleur toutes les possibles quoi et inimaginables. Tous les 3 mois, je sais pas. Tous les 2 mois à peu près. Ok. qui va C'est quoi ressortir votre co bientôt préféré? Oh, moi, ma co Ah. préférée, Parce que c'est tout noir, c'est bien. je les aime toutes, mais La- moi, c'est la lavande. Avant de la. Ouais, lavande, un peu. la dernière qui est sortie, que j'ai Violette. portée à Riance, la violette. Ouais, t'as Ah, tellement ouais. Slay Queen. Ouais, tout le monde m'a dit waouh, il est trop beau ton singlet, je sais. Moi, Le full white, il est bien, mais vraiment sur certaines personnes, quoi. ouais. Bah, Nicolas Perrault, il le Ouais, porte voilà. très bien. Très bien. Il va bien, ouais. Mm. Moi, j'ai jamais Faut osé pas le porter salir, quoi. celui-là. Ouais. Ouais, j'ai jamais osé porter celui-là. Moi, j'aime bien le Faut pas le salir. Oui, mais, pas le salir, ça ouais. peut vite partir. mm. le vert, le émeraude là un peu, je sais pas Ah comment oui, il s'appelle. Incroyable. Ouais, Ouais, dans très mon beau. top 3. Ok. Ouais, full black, c'est sympa aussi, j'aime bien. Trop classique. Ouais. Pas de couleur, mais dit. Ouais, mais. Mais dis- Dark. Dark. Il est quoi. dark. Ouais, je sais Dark pas, med. Full black, j'aime bien. Mm. Mais ouais, il y a beaucoup de choix, donc ça c'est bien parce que Ouais. look good, feel good, hyper important. Exactement. Donc voilà quoi. Exactement. Ok, donc le singlet, le t-shirt, Chaussettes de il nous terre. manque les chaussettes de terre. Chaussettes C'est de une terre vingtaine et d'euros. chaussettes classiques. Ouais, je crois que c'est une vingtaine d'euros les deux, donc faut bien rajouter 40 € aussi. Ouais. 40. Les chaussures. Les chaussures. Ah, mais ça dépend ce que tu Ça, je pense, c'est le Ça deuxième dépend ce plus que- cher, non? Ouais, ouais, ouais. Bah, ça dépend ce que tu Alors, Ça dépend oui, ce que tu ça as. dépend, mais si tu prends des chaussons de pêche. Bah Si ouais. tu prends Et les ça me dernières met- C'est Dernières des avant- chaussons ça de marche. rivière et ça coûte 9 € à Decathlon, Ouais. d'accord? Mais si tu prends les dernières avant cuisses. Mm. Ça les coûte cher. violettes, Ouais. là. Elles sont à 130. Ah. Oh, faut plus, Mehdi. Ah ouais? Ouais, 150, je crois. Enfin, avec, les Avec frais de les port frais et de port tout. et les frais de douane. Avec les frais de port et les frais de douane, c'est plus quasi 200 €. Ah ouais, Voilà. ok. Mais elles sont très belles.
Le good performance. Mais en soi, tu prends des chaussons de pêche, moins de 10 € et ça marche. Mais Voilà. elles sont pas Si tu roses. débutes, Mais là, tu c'est pas rose et look violet. pas du tout Oui. good. Et Ah bah là, non, mais. Là, impact, Oui, pas mais du voilà. tout good, là, impact sur donc, les performances, moins ouais. 10%. Ok, Là, Mais non, mais là Au après moins c'est payer pareil moins sur le 10, budget ouais. qu'on est en train de faire. Par exemple, il y a des trucs t-shirts, les chaussettes classiques. Par exemple, tu peux peut-être enfin tu vois si vraiment t'as pas non, mais le. là, tu on peux part prendre ce sur que le tu veux. starter pack. Oh. Ok. D'accord. Classique Je du précise que c'est compétiteur. possible voilà. C'est Non, possible. mais c'est un En pack vrai, vraiment, haut Non, de mais- gamme. là, on part sur quelqu'un qui achète du neuf, il achète quand même le truc compétition. Mm. Après, oui, ton t-shirt, tu peux utiliser ton t-shirt classique que t'as chez toi. Decathlon 4 €. T'es... Oh non, ça sera bipé ça. Ok. Attention, hein. Ils ont pas fait de virement à OPT. Ouais, c'est vrai. Ok, et bah, du coup, quand même, les chaussures. En moyenne, alors, je sais pas, quand même une centaine d'euros, je pense. Ouais, à peu près. Ouais, et puis en plus, si tu prends Bah, les chaussures ouais. de squat plus les chaussures, Ah oui, les ça, oui. zippers, De terre, bon, là, ouais. La Ça plupart fait des cher. gens ont quand même deux paires de chaussures. Oui. La C'est les plupart des chaussures d'Altero, compétiteurs. c'est dans les 200. Ouais, chaussures Ouais. d'Altero, c'est à peu près 200 et. Donc tu peux en avoir moins chez Adidas, c'est zippers, plus une tu peux centaine. avoir Mais... entre On peut dire. 40 et 120. Ouais, on dit Bon. 300 euros les deux. Ouais, ce que j'allais Ouais, dire. 300 euros. Je les pense que c'est deux. bien. Je compte Mm. 200, 100. Ouais. Ouais. Donc plus 300. Ok. Un sport qui coûte cher. Hein. Je vois les 4 chiffres là d'ici. Ouais, sport de riche. Ok, donc là, pour la licence annuelle et 2-3 compétitions, Mm. plus l'investissement de départ pour avoir le matos. Alors, comme on Ouais. l'a dit, hein, c'est, si on veut le matos des marques Oui, voilà. Après, tu peux référentes, trouver moins etc., cher, bien sûr. on peut forcément trouver moins cher, on peut prendre de l'occasion, etc. Bon, là, il faut faire une estimation. On est là actuellement à 1130 € Mm. pour commencer, faire sa première année, etc. Ouais, mais après, en sachant que, bah, comme on a dit, avec la Ça sera ceinture et les amorti, chaussures, le truc, Oui, il y c'est a ça. des choses que tu vas payer Ah une oui. fois pour 10 ans, peut-être. Ouais. Oui, là, c'est vraiment l'investissement de départ, entre guillemets, pour participer à cette première compétition en étant Mm. bien équipé. Ouais. Malgré tout. Après, bah, forcément, bah, ce prix va être. Alors, on va garder le prix pour les licences plus Les les compétitions. compétitions, mais après, le reste sera amorti Non, sur parce les qu'il différentes faut, années. il faut racheter toutes les collections. Ouais. Important. Ah, il y en a, hein. Il y en a qui achètent toutes les collections. Oui. euh, Mais Mm. préférence de chacun. Voilà. Ils ont raison. Je pense que j'ai pas acheté un singlet depuis Bah, moi aussi. 2019, je crois. Eh ben, Je crois que j'avais acheté un tout premier singlet classique. Après, j'avais acheté un full black. Et c'est tout. Moi, j'aime bien. Moi, je Mm. pense que j'en achèterais pas mal, Mais- même si j'étais pas. Enfin, si Toi, j'étais t'as pas tout gratuit. sponsor- Bah oui. La cassette. Sponsor, du coup, je suis pas objective, mais même si je l'étais pas, je pense que j'en achèterais pas tous les 2 mois, mais au moins. Ouais, 2-3 Plusieurs quoi, par an, histoire quand même. d'avoir. Ouais. Moi, je sais pas, j'aime bien avoir la même tenue et garder le. Je sais pas. Non, moi, je me dis, chaque compétition, on a des objectifs, donc chaque compétition, je dois être une nouvelle personne avec un nouveau signe. Ok. Là, jamais le même. Donc, t'as pas le slip porte-bonheur. Ah, ça non, je suis pas comme Célian qui a ses chaussettes porte-bonheur et tout. Non, non. Moi, c'est. Non. Toi, Alexis, ça se voit, t'as un truc porte-bonheur. Non. Ouais, bah t'es nul. J'ai juste tout le temps le même singlet, donc. Ouais, c'est Enfin, bien. j'en ai 2. Toi, t'es un peu comme ça, non? Moi, je pense quand même. T'as un truc porte-bonheur? Ou un truc que tu te dis, il faut, enfin, je le mets parce que, je sais pas, je sens que ça va me porter chance ou quoi? Je l'avais avant, mais non, là, pas spécialement. Non. Mais bon, après, je. Ouais. Hmm. J'ai Ok. toujours le même singlet aussi au final, donc bon. Ça, Ouais, non. ça compte. Ouais, c'est bien. Non, il y a être un peu pimpé quand même pour les compétitions. C'est Ouais. important. Très important. On revient sur le look good, feel good. On revient sur le blush. Tout. Exactement. Ok, donc bon, un certain budget pour démarrer. Oui. Et après, bah, il faut rajouter, si vous voulez être accompagné, bah, forcément le prix d'un coaching sur l'année. Potentiellement ceux qui ont besoin d'une gestion au niveau de la diète. Ouais. Que ce soit bah, tout au long de l'année pour vraiment optimiser, que ce soit la composition corporelle, le poids de corps, perte ou prise de masse. Ou alors, encore plus important, bah, avant les compétitions, pour les potentiels cuttings, etc., pour être Ouais. vraiment accompagné là-dessus. Ça, potentiellement, bah, prépa mentale, potentiellement kiné ou réhab, etc. Donc après, tout accumulé, ça peut forcément revenir très cher. Oh oui. La plupart des gens ont un coach maintenant, ceux qui sont en compétition. Alors là, actuellement, bah, pour parler, pour connaître beaucoup de coachs, les grandes équipes, etc., on est aux alentours de... Enfin, je dis on, mais les grandes équipes sont autour de 200 € en moyenne. Les coachs indépendants qui sont assez connus vont être vers les 150. C'est ça. Et après, des coachs qui débutent. Maintenant, c'est quand même assez cher en soi. Enfin, assez cher. Tout est relatif, c'est mais plus haut c'est dès le assez départ, oui. élevé par rapport à ce que nous, on a pu connaître au départ. Oui. Nous, quand on a pu connaître les gens qui se lançaient, c'était plus 50 € par mois. Mm. Là, ceux qui se lancent, c'est déjà plutôt 100, 120 Oui. par mois. Donc,
en moyenne, rajouter entre 100 et 200 euros mensuellement pour avoir un coach qui vous accompagne en compétition, etc. Puis c'est pareil, on n'a même pas parlé, mais un truc essentiel, enfin, l'accès à une salle, quoi. Ouais, Oui, aussi. c'est vrai. Ouais, l'abonnement de la salle, ouais. Ouais, l'abonnement de la salle. Après, tu peux aller en salle commerciale et ça marche, mais c'est quand même un prix. Ouais, bah, la plupart maintenant, en tout cas là, on parle plutôt de soit quelqu'un qui débute, mais en tout cas quelqu'un qui veut vraiment s'investir dans le sport, qui va chercher une salle avec du matos FA, etc. Ouais. Je pense qu'on est quand même aux alentours de 50 euros par mois, non? Ouais, au minimum. Minimum. Je pense, ouais. Ça ouais. dépend en vrai. Hein. Si Bah, t'as nous, on un paye club. ouais. Bah, nous, on paye une quarantaine d'euros, Ouais, je mais crois. Bon, nous, c'est pas très cher aussi. Oui, c'est Oui, pas c'est très cher. pas C'est très super rare, cher. je pense. Moi, je sais qu'à mon club. Enfin, moi, après, c'est vraiment un club, mais genre, je dois payer 200 euros l'année, quoi, même pas. Ouais, mais du coup, parce que Après, c'est t'as une pas association, beaucoup non? d'ouverture Oui. et tout aussi, non? C'est pour ça. Non, Alors, ça va. Non, ça va? Moi, je suis bien. Ah, ok, bah t'es bien loti, toi. C'est 9-22 et dimanche 10. Ah oui, non, ça va. 9-13, je crois. Ok, bah ouais, t'es grave loti. en fait, je pense qu'on va faire Mais 3 c'est ça. catégories, ok? Oui. Première catégorie, salle commerciale. Ouais. Donc les On Air, les Basic Fit, les Fitness Park. Rosana va me biper tout ça, bien sûr, parce qu'on fait pas de pub. C'est entre quoi, 20 et 30 euros par mois? Ouais, 20. Ouais, Fitness 20. Park, c'est 30. Voilà. Ah ouais, c'est 30. 29, 99. Ouais. Donc là, on va 30, ouais. pas avoir beaucoup de matériel de compétition, voire pas du tout. Mm. Maintenant, il y a quand même Il y en certaines a qui salles en ont, ouais. qui commencent à avoir du matos, que ce soit de des plus en bars. plus. Ou... Bah, ils commencent à voir que ça va prendre l'engouement, donc forcément, bah, notamment les On Air, pour le coup. Ouais. Basic Fit, j'ai jamais vu de, Non. de trucs calibrés. Fitness Park, Fitness un Park, peu, ouais, ouais. ça commence. Et On Air, je pense que c'est les salles où il y a un peu plus de calibré. Mm. Donc ça, ouais, on va être, je sais pas, 20-30 euros par mois. Après, bah, il y a les salles justement plutôt associatives, donc dans les gymnases avec tous les autres sports, etc. Donc moi, quand je suis sur Paris, je suis dans la salle à Pontoise, justement, dans le club. Pareil, alors de tête, je sais plus, mais ça va peut-être une centaine d'euros par an. Ça, ouais. Par contre, Ah oui. le côté négatif, c'est que les horaires vont être beaucoup C'est plus que le stricts. soir, Ça va être, alors là-bas, je crois que c'est de 10h à midi, et après peut-être de 14 à 21. Bref, Ok. c'est des horaires Oui, quand ça même va assez... Encore, ça va, ouais. Donc voilà, pour ceux Ça qui te ont limite, quoi. un travail spécifique, bah, peut-être que s'ils peuvent s'entraîner que le midi ou que le matin tôt ou quoi, ça Oui. peut être compliqué, ou Mm. même le tard le c'est soir. sûr. Et aussi, c'est fermé pendant certaines vacances scolaires, Ouais. etc. Ouais. Notamment pendant Ouais, c'est l'été. souvent ça, ouais. Donc voilà, c'est plus limité. Par contre, Mm. c'est vraiment hyper attractif comme, comme tarif, Bah, et ça peut clairement, vraiment ouais. faire baisser le tarif annuel. Donc les salles comme ça sont assez bien. En plus, ça fait vivre justement le club, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est assez intéressant comme prix. Il y a souvent du bon matos. C'est souvent Oui. ancien quand même, par contre. Oui, Alors, je mais sais bon, pas, ça toi, reste, matos de compète. Il y a un nouveau banc et tout, je crois. Mais ils ont refait tous les bancs, ouais. Ouais, Donc, voilà. Ça va, mais. Non, moi, ça va le matos. Ouais. C'est que du hélico partout, donc. Ouais, bah excusez-nous, T'es monsieur, vraiment à la gentil, meilleure salle toi. de France. En tout cas, je sais que la plupart des salles associatives, c'est quand même un peu ancien. Mm. Mais par contre, tout le monde investit quand même régulièrement dans du nouveau matos. Donc, on est quand même plutôt bien lotis. Et après, bah, il y a les salles vraiment axées FA à 100%. Et là, bah, le tarif augmente. On est à 50, 60, 80 euros par mois. Ah, si c'est Ouais, salle en commerciale même plus, ouais. pour de la FA, ouais, c'est sûr Mm. que ça. Ouais. Donc voilà, le tarif peut vite augmenter. Et c'est forcément quelque chose à prendre en compte dans le budget. Mm. Donc voilà, pour ceux qui m'avaient posé la question, en termes de budget, on peut partir, je pense, sur une base pour l'investissement de départ, je pense 700-800 euros pour le matos. Mm. Pour vraiment avoir alors la ceinture, les deux paires de chaussures, etc. Donc vraiment quelque chose de qualité que vous allez garder dans le temps. Après, les compétitions plus la licence, on va être sur 200-300 euros par an. Et après, bah, pour l'abonnement à la salle, je sais pas, 500 à peut-être parfois 1000 euros, plus l'accompagnement d'un coach, entre 1000 et 2-3000 euros par an en Mais, plus de ça. Donc, ouais, du coup, c'est très variable quand même parce que. bah, entre une personne qui va être dans une salle associative à 100 euros par mois, qui s'entraîne avec son t-shirt Qui a besoin que d'une- qui a classique besoin que d'une paire de chaussures, tout ça. et une tu paire de vois, chaussettes, Une paire de chaussettes. il va être à 150 euros par an. Mm. La personne full optimisée, full dernière collection, 3, 4, 5 compétitions par an, kiné, coach, prépa mentale, Diète. diète. Là, on Là, est ouais, à là, c'est 5-6 000, costaud, ouais. mais Ouais. Parfois aussi, c'est intéressant à dire, mais parfois, il vaut mieux prendre un suivi, ne serait-ce qu'avec un kiné ou quoi, que acheter la dernière collection. oui, Il y a des je pense il y a que- des priorités Oui, parfois. des priorités. Aussi, ouais. Et bah, parfois, on a eu des cas, parce que nous, on est en collaboration avec Brian Kiné, on est en collaboration avec Marie Lostria en diète, Léopold pour la prépa mentale, etc. Bah, parfois, il vaut mieux, on l'a déjà fait, je pense qu'il vaut mieux pour toi que tu arrêtes le coaching tu vois, sur 2-3 mois et vraiment que tu mettes tes ressources sur le côté justement réhab plus diète. Et après, bah, tu reviens chez moi en coaching et on peut reprendre dans des bases plus saines.
Puisque bah, forcément, comme on a dit, c'est quand même un gros budget et tout le monde ne Ouais. peut pas se permettre de Ah non, payer c'est autant. clair. Sachant que, comme tu as dit au départ, Ludivine, c'est pas un sport qui paye. Donc, Déjà. Donc, bon. même si c'est une passion pour beaucoup, Oui, voilà, mais faut avoir les moyens derrière. oui, Et faut bon. doser aussi sur l'investissement, quoi. Faut dispatcher intelligemment tes sous. Voilà, C'est ça. exactement. Faut vraiment bien prioriser un petit peu tout ça pour bah, quand même bien s'en sortir à côté, quoi. Mm. Et puis moi, pour un débutant, je trouve que c'est plus rentable, même au début, de pas forcément avoir de genouillère ou quoi que ce soit et de prendre Ah oui. un coach Mm. que. Enfin, au final, c'est ça qui se fera progresser sur du plus long terme. Quoi. Ah oui, Bah oui, clairement, clairement. Bah là, j'ai une athlète, enfin, j'en ai même plusieurs qui ont pas de ceinture, pas de genouillère. Mm. Ouais, j'en Ils ai ont aussi. leurs chaussures, voire pieds nus pour le deadlift Ouais. et le bench. Par contre, à côté, bah, ils ont un bon suivi et du Ah, coup, c'est ça Et du coup, ils progressent permet de déjà progresser. Comme Ouais. ça, quand tu auras les Déjà, chaussures, il y a bah, de en base. plus, tu auras déjà le niveau. C'est ça. C'est bien. Voilà. Donc, Là, les chaussures de rivière, c'est pas si mal que ça. Non, bah en vrai, c'est bien hein, pour débuter. C'est juste. T'essayes de moche. te rassurer. C'est juste hein. moche. Et là, il s'agirait de commencer à investir un peu plus. Ok, je vais commencer à m'échauffer aussi. Ouais, aussi. Mais ouais, voilà pour le côté un petit peu budget. Donc après, ça dépend énormément de chacun, ses objectifs et tout. Mais pour avoir une moyenne, on est là-dessus. Carrément. Voilà. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis sur cet épisode. Merci. C'était assez intéressant, Merci bien. plein de sujets différents, beaucoup de, C'est cool. de précisions sur le côté, surtout la programmation, coaching. Mm. Donc voilà. À la prochaine pour un nouveau épisode. Merci beaucoup. Ciao, ciao.